Bonsoir, merci d'être parmi nous. Nous sommes un peu en retard parce qu'apparemment il y a eu des incertitudes sur l'heure exacte, mais je crois que les participants vont continuer d'arriver. Donc merci d'être parmi nous. Je remercie en particulier l'Université de Paris-Dauphine et les intervenants que je vais vous présenter dans une minute, d'être parmi nous pour la poursuite de la mobilisation en faveur des otages de Syrie et nos 4 confrères qui sont donc retenus en otage en Syrie depuis juin dernier, donc 10 mois aujourd'hui, jour pour jour, pour les 2 premiers. Et nous ne les oublions pas, c'est la formule consacrée, elle est très importante, parce qu'on reparlera à l'instant, au-delà même de l'expérience de certains sur les terrains difficiles et les zones interdites. Nous reparlerons de la stratégie, de la médiatisation ou non des actions à mener avec le comité des otages en Syrie et également le comité otages du monde. Donc merci encore une fois d'être parmi nous. Je vais vous présenter donc les différents intervenants. Donc on va commencer tout à fait à ma gauche par Jean-Louis Normandin, qui est journaliste, qui a été grand reporter à France 2, Antenne 2 à l'époque, qui est président maintenant, entre autres, d'Otages du Monde, et qui nous parlera aussi de cette expérience au sein de l'association Otages du Monde, qui soutient bien sûr le comité Otages en Syrie. Je rappelle que Jean-Louis Normandin a été enlevé au Liban avec 3 autres confrères, avec Philippe Rochaud, Georges Janssen et Aurel Cornéa en 1986, et que la détention a été extrêmement longue et bien sûr douloureuse à Beyrouth et au Liban. Nous avons Emmanuel Serrault, donc, qui est à sa droite, qui est journaliste, donc, qui appartient à la rédaction en chef de l'agence France Presse, l'AFP comme on dit, et qui est, après quelques missions, quelques séjours en poste, comme on dit à l'AFP, à Washington et à Vienne en particulier pendant la guerre des Balkans, donc qui a couvert aussi la guerre des Balkans, qui est en charge maintenant de la sécurité des journalistes de l'AFP. On verra, donc il y a toute une procédure, enfin des procédures qui ont été mises en place, notamment au niveau de la logistique en amont pour les journalistes de l'AFP, les envoyés spéciaux et les correspondants, les chefs de bureau qui sont donc en poste dans des zones jugées difficiles et sinon interdites, mais on verra si la terminologie est appropriée donc pour l'AFP. À sa droite, le père Georges Van den Busch, qui est donc un prêtre qui a longtemps vécu en Afrique, y compris dans une zone difficile, sinon interdite, qui est le Cameroun, qui a été enlevé en novembre dernier par le groupe Boko Haram, qui est un groupe islamiste du Nigeria, et donc détenu, exfiltré, si je puis dire, du Cameroun vers le Nigeria voisin par ce groupe islamiste qui détiendrait également 3 autres otages, puisque tout récemment, on en parlera tout à l'heure également, 2 prêtres italiens que Georges connaissait ont été enlevés également dans cette partie du nord du Cameroun, ainsi qu'une religieuse irlandaise. À sa droite, Pierre Bigogne, qui est journaliste, rédacteur en chef de la revue Grand Reportage, et qui vient de sortir donc un exemplaire, un numéro spécial de la revue Grand Reportage sur les zones interdites, qui s'intitule donc Voyage sous haute surveillance. Donc c'est un numéro spécial avec le titre intérieur Zone interdite, donc sur les zones a priori inaccessibles, que sont le Tibet, la Corée du Nord, l'Iran et d'autres contrées, provinces ou pays du monde, avec des envoyés spéciaux. Et donc Pierre Bigogne nous parlera donc de l'attitude à adopter, mais aussi du pourquoi, de la raison d'être de ce numéro spécial sur ces zones interdites. Le président, donc Pascal Guéné, qui est donc le directeur de l'IPJ, que beaucoup d'entre vous connaissent pour être étudiant de l'Institut pratique du journalisme, et donc qui soutient bien sûr l'action, le comité otages en Syrie, qui a eu pour élève Nicolas Hénin, l'un des 4 otages, qui a fait partie de la promotion 98, c'est cela, de l'IPJ, donc qui a élu domicile il y a quelques années donc à Paris-Dauphine. Le président de l'Université Paris-Dauphine, qui nous fera un petit mot d'introduction, qui nous soutient. Merci encore d'avoir organisé cette manifestation, cet événement ici dans vos locaux. À sa droite, François Villeneuve, donc, qui est archéologue, professeur d'archéologie
de la Méditerranée et du Proche-Orient hellénistique, qui a séjourné lui-même à plusieurs reprises dans différents pays du Moyen-Orient, à Beyrouth, à Damas, à Amman, qui a conduit des recherches archéologiques sur le terrain, comme on dit, dans les îles Kharasan, en particulier en Arabie Saoudite, qui sont en fait sur la mer Rouge, qui a dirigé également des fouilles, des chantiers sur le site de Dari, au nord de Petra, et d'autres recherches encore. Il nous parlera donc de l'accessibilité, de la sécurisation pour les archéologues de ces sites dans des zones plutôt dangereuses, en particulier au Moyen-Orient. On parlera peut-être aussi du Pakistan, du Balouchistan. Et à sa droite, Alain Le Gougaye, qui est journaliste à Radio France et qui est président depuis juillet 2013 de RSF. Donc RSF, pour ceux qui ne connaissent pas encore le sigle, Reporters sans frontières, et donc qui s'occupe entre autres de la liberté de la presse, qui défend avec ses confrères et les membres de l'association, qui est une association maintenant internationale, donc qui s'occupe de la préservation, de la protection de la liberté de la presse dans le monde. Et c'est compliqué. On parlera peut-être aussi, on fera un point rapide sur la situation grâce à l'Atlas, grâce au classement annuel opéré donc par RSF sur les pays classés jusqu'à des zones très difficiles, des zones rouges, on peut le dire, hein, que sont la Syrie bien sûr, l'Afghanistan, la Somalie et d'autres contrées. Alain nous en dira plus à l'instant. À sa droite, Jacques Berès, qui est médecin. Alors là aussi, le curriculum est un peu long. Médecin, chirurgien, cofondateur de Médecins sans frontières en 1971, cofondateur ensuite de Médecins du Monde en 1979, ancien président de l'AMI, Aide médicale internationale, et surtout, Jacques a une grande expérience de terrain depuis des années, donc il pratique la médecine sur le terrain. Alors on s'est croisés, enfin on a même vécu ensemble avec Nicolas Hénin, d'ailleurs dans les mêmes chambres à Bagdad, et on s'est vu aussi au Timor, on s'est vu également en Tchétchénie et dans d'autres régions. Jacques est un habitué des missions difficiles, et je dirais du Liban, de l'Irak du Nord, du Kurdistan, d'où je reviens, et d'autres missions périlleuse. Et il nous parlera bien sûr de la Syrie, de Nicolas Hénin, entre autres, qu'il a connu sur le terrain. Et à sa droite, donc Pierre-Yves Hénin, qui est le père donc, de Nicolas Hénin et qui est ancien président de Paris 1, économiste et historien, et qui se chargera donc de la partie conclusive de cet événement. Alors je vais donner tout de suite la parole au président de l'Université de Paris-Dauphine. Merci encore pour votre accueil. La parole est à vous. Merci Olivier Weber. Je n'ai pas la compétence des personnes qui sont présentes autour de cette table pour parler de ce sujet qu'elles connaissent, si j'ose dire, d'expérience, malheureusement. Mais notre établissement est absolument mobilisé sur cette cause. Bien évidemment, la présence, vous l'avez rappelé, de Nicolas Hénin, ancien étudiant, y est pour beaucoup, mais va de soi que la mobilisation qui est la nôtre est pour Édouard Elias, Pierre Torres, Didier François, et aussi bien que pour Nicolas, et que notre mobilisation vise la libération des 4 otages en Syrie. Alors tous les 6 ou 7 du mois, quand c'est un dimanche le 6, comme ce mois-ci, il y a une initiative qui est prise par le comité de soutien. Il y a 2 mois, après l'initiative de poser sur les grilles de l'université une bâche qui rappelle la situation des otages. Et je crois que c'est important qu'une institution universitaire se mobilise. Je dirais qu'elle pourrait le faire dans toutes les situations et dans tous les cas. Bon, il y a une motivation particulière à le faire parce qu'il y a un ancien étudiant de l'IPJ qui est concerné, mais nous serons absolument actifs aussi longtemps qu'il le faudra, avec l'appui des étudiants, avec l'appui des professeurs et des personnels, pour rappeler les choses. Elles sont évidentes, mais l'effort que nous faisons à vos côtés, c'est un effort pour d'abord signifier aux ravisseurs que les otages ne sont pas des passagers clandestins, ce sont des journalistes qui exerçaient leur métier, que nous assumons leur défense nominative, parce que c'est la meilleure façon de dire qu'ils n'exerçaient pas une tâche occulte sur le terrain,
Et puis, en espérant aussi que des initiatives, même modestes comme celle de ce soir, aient un écho, on nous le disait l'autre jour, ça peut avoir un écho direct et être perçu par les otages eux-mêmes du fond de leur géole, et il n'y a pas de petits signes de solidarité qui ne soient un puissant encouragement dans ces situations-là. Et c'est important aussi, me semble-t-il, enfin, que les étudiants, ceux du journalisme, mais les autres aussi, signifient avec beaucoup de force qu'on ne connaît pas de juste cause qui soit défendue par des méthodes qui reposent sur la privation de liberté et par des méthodes de raquette. Et donc, voilà, on est là pour dire qu'on ne les oubliera pas, qu'on ne lâchera pas l'affaire tant qu'ils ne seront pas libérés, et que tous les signes que l'on pourra leur envoyer de témoignages de notre solidarité, nous essaierons de le leur adresser. Vous avez vu que l'initiative comme la Bâche, il y a 2 mois, a eu un écho de presse sans commune mesure avec le fait lui-même, mais qui est bien évidemment parfaitement mérité. La mobilisation des médias dans ce domaine est tout à fait remarquable. Pas une mobilisation corporatiste, elle le serait, ce serait déjà bien, mais c'est, je crois, un engagement citoyen tout à fait louable. Voilà, donc merci de votre participation et de votre engagement également dans cette mobilisation continue. Et puis un salut particulier à mon collègue et ami Pierre-Yves, qui est un universitaire comme nous et qui a exercé. On a eu une période on a travaillé ensemble à un moment quand il était à la présidence de Paris 1. Voilà, merci. Merci à vous. Je donne la parole à Pascal Ganet, donc, qui est le directeur de l'IPJ. Bien, merci Olivier. Juste un petit mot pour dire pourquoi le comité otages en Syrie a souhaité organiser cette table ronde. C'est parce qu'il nous a paru important, comme vous le savez, tous les mois, nous nous mobilisons pour les otages. Et au travers du panel que nous avons constitué aujourd'hui, nous voulons affirmer que cette question n'est pas une question des seuls journalistes. Et qu'au fond, le rétrécissement de ces espaces de liberté concerne la société dans son ensemble. D'où le panel organisé aujourd'hui. Et si j'ai souhaité proposer à Olivier Weber d'animer cette conférence, c'est parce qu'il est évidemment légitime à plus d'un titre. Donc on connaît sa carrière de journaliste débuté au Point, puis aujourd'hui son parcours d'écrivain, écrivain voyageur, grand reporter, qui finalement mène son existence maintenant sur plusieurs plans, avec une expérience de quelques années en tant qu'ambassadeur aussi, où il a eu à traiter certaines de ces questions. Évidemment, pour les journalistes, la récompense un peu suprême du prix Albert Londres qui l'a couronné. Mais je dirais que plus que tout cela, c'est parce que Olivier a aussi été l'enseignant de Nicolas Hénin lorsque Nicolas était étudiant à IPJ, un peu par ces hasards. Donc on est en train de continuer finalement une chaîne aujourd'hui par cette conférence. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir accepté de participer à cette table ronde et à Olivier d'avoir accepté de l'animer. Merci. Ben oui, c'est une table ronde très riche, parce que nous sommes nombreux et les qualités sont différentes pour parler sur le fond et aussi sur la méthodologie en fait et du soutien apporté aux otages. Pascal a prononcé le mot de rétrécissement de l'espace journalistique, rétrécissement de l'espace humanitaire. On en parlera aussi avec Jacques Berès, évidemment. Ces zones grises ou noires sont de plus en plus difficiles d'accès. Au début du siècle, on avait à la Société de géographie, à la Société des explorateurs français, des atlas un peu poussiéreux comme à la Royal Geographic Society, puis on avait des zones blanches, des zones inexplorées. Toutes les zones de la planète maintenant ont été explorées. Par contre, on a des zones grises, des zones impossibles d'accès, ou en tout cas extrêmement compliquées, pour des raisons de péril, de danger, mais aussi quelquefois pour des raisons de frontières drastiques et de frontières fermées. Alors je parlais tout à l'heure de ce numéro de grand reportage, je vais me tourner vers Pierre Bigorgne, qui est rédacteur en chef, donc qui a eu l'idée de réaliser ce numéro spécial avec donc des articles et des reportages sur ces zones compliquées, voire inaccessibles, pas forcément périlleuses, mais aussi périlleuses. Alors les deux ensemble peuvent se croiser, mais ce n'est pas obligatoire, que sont la Corée du Nord, que sont la Libye. J'exclus évidemment la Syrie, parce que la revue reste d'abord une revue de grands reportages et d'accès potentiel, on va dire, mais aussi d'Iran.
le Tibet, la province reculée pratiquement interdite de la Chine. Donc d'abord, quelle était la raison d'être de ce numéro spécial sur les zones interdites et les voyages difficiles? Pardon. Oui, Grand Reportage, c'est un magazine de voyage qui invite donc les lecteurs à lire des reportages qui seraient susceptibles de leur donner des envies de voyage. Partant, on ne s'amuse pas donc à envoyer nos lecteurs sur des zones difficiles, dangereuses, où l'insécurité règne. Mais en même temps, on les invite toujours à voyager les yeux grands ouverts. Donc c'est la raison pour laquelle on a voulu un petit peu déborder de notre cadre traditionnel et d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passait. En même temps, la carte géopolitique évolue au fur et à mesure des années. Le Sahara, par exemple, dans la décade 2000-2010, c'était une destination majeure du tourisme saharien. Grosso modo, chaque année, il y avait 50 000 voyageurs qui se rendaient là-bas. Et à partir de décembre 2007, c'est-à-dire à partir des attentats perpétrés par la nébuleuse ACMI, ça a été une lente descente aux enfers, puisque maintenant, aujourd'hui, des Français Sahara, surtout, aller au Sahara, des Français, algérien, le Sahara est maintenant zone rouge, cataloguée zone rouge par le ministère des Affaires étrangères. Donc, recommandation, ne pas y aller, sauf... Enfin non, ne pas y aller puisque la zone orange et ne pas y aller sauf raison impérative. Alors en même temps, on voulait donc avoir, est-ce que, comme tu disais Olivier, du fait que ces pays sont mis à l'index, est-ce qu'ils demeurent pour le moins de fait inintéressants? Bien sûr que non, il y a plein de choses qui s'y passent et dès lors qu'on veut découvrir le monde, ce n'est pas parce qu'un pays est mis à l'index qui ne devient pas intéressant ou qu'il est nécessairement dangereux. Parce que donc, pour savoir si un pays est dangereux ou pas, le voyageur, en règle générale, se rend sur le site du ministère des Affaires étrangères, précisément sur les conseils aux voyageurs. Et là, le monde est cartographié avec 3 couleurs. Donc vert, a priori pas de problème. Orange, méfiez-vous. Rouge, n'y allez surtout pas. Est-ce que ce code des 3 couleurs est vraiment légitime? Est-ce que ça suffit 3 couleurs pour décrire le monde et les problèmes qui s'y posent? À l'évidence, non, parce que les problèmes sont beaucoup plus précis, spécifiques, et de plus, ce code couleur est donné par le ministère français des Affaires étrangères. C'est-à-dire que sur les codes couleurs qui peuvent être utilisés par d'autres ministères, on peut avoir des différences totalement contradictoires. Justement, est-ce qu'il n'y a pas un principe de précaution peut-être mis en avant et peut-être une hyper-protection même de la part du Quai d'Orsay? C'est le problème de la société aussi dans laquelle on évolue aujourd'hui, c'est qu'effectivement, c'est le principe de précaution maximum. On ouvre le parapluie, c'est quelque part légitime et normal qu'on veuille protéger ses citoyens. Mais par exemple, concrètement, sur le désert blanc en Égypte, est déclaré zone rouge par le MAE, en Grande-Bretagne, le Foreign Office le déclare zone verte. Pourquoi? Parce que évidemment, l'histoire de la relation entre ces deux pays est différente. Et donc, on n'a pas le même regard. Et aussi parce qu'en fonction de votre nationalité, vous avez des risques plus ou moins forts. Dans la zone saharienne, quand vous êtes voyageur français, pour un groupe qui œuvre pour la nébuleuse ACMI, vous valez cher parce que la prise d'otage, c'est le modèle économique c'est l'une des économies de ces groupes. Oui. Si vous êtes français, oui, vous devez une monnaie d'échange très importante. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une morale qui apparaît en filigrane dans ce numéro spécial? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut ne pas y aller? Ou est-ce qu'il faut continuer? Je dis ça aussi pour des spécialistes, parce que là, on est évidemment avec scientifiques, humanitaires, hommes de foi, archéologues, journalistes bien sûr, mais par rapport à un public, pas forcément grand public, mais un peu plus élargi, de voyageurs au long cours, etc. Est-ce qu'il faut y aller encore ou pas? Tout dépend des pays dont on parle. Sur la zone saharienne, qui a un grand tout saharo-saharienne, à l'évidence, c'est une zone rouge parce que c'est effectivement dangereux d'y aller. Et si vous y allez, vous prenez des risques. Mais je me souviens, pour être moi-même allé sur le terrain, sur des zones rouges dans le désert mauritanien,
qui était donc classée zone rouge. Je vous assure que dans ce grand désert, je n'avais aucun sentiment d'insécurité et peut-être même j'avais un sentiment de sécurité plus important là-bas qu'ici. Mais je voudrais aussi ajouter quelque chose quand même sur ces codes couleurs. Parce qu'ils ont ensuite une répercussion très importante sur les situations locales. Dès lors que le MAE, qui a une influence quand même très importante après pour les autres ministères dans le monde, dès lors que le MAE déclare une zone rouge, il condamne à mort le tourisme. C'est-à-dire que nous, on se permet de dire, voilà, là-bas, c'est dangereux, il ne faut pas y aller. Donc, évidemment, la réaction locale est très vive et très forte. Parce que les gens ne comprennent pas forcément, parce que localement, ils mettent tout en œuvre pour assurer leur sécurité. On pourrait, pourquoi pas, demander à notre ministère de l'Intérieur de reprendre le code couleur du MAE et de l'appliquer à l'Hexagone. Et là, je pense que ça serait aussi intéressant de voir comment les Marseillais, par exemple, pourraient réagir sur... On l'a vu exactement avec le Sénégal en particulier, où le tourisme sénégalais a connu une chute drastique à la suite d'un enlèvement dans l'est du pays, mais surtout avec une sorte de porosité avec le cas malien. Et ce qui fait que là, il y a un impact, comme on dit, direct sur l'économie sénégalaise. En plus, c'est le diable qui se mord là qu'au début du tourisme au Sahara, notamment en Mauritanie, il y avait un taux de pauvreté qui était de l'ordre de 50% de la population. En l'espace de 5 ans, le taux de pauvreté a diminué et passé à 35%. Ceci grâce au tourisme. C'est-à-dire qu'en déclarant la zone rouge, à un moment où d'ailleurs c'était peut-être pas justifié, parce que les cartographes du ministère des Affaires étrangères, ils prennent des surfaces immenses et ils colorient. Et quelquefois ils colorient en respectant un tracé qui n'est pas conforme au tracé qu'a donné l'ambassadeur. J'ai l'exemple très concret sur la ville de Tchinguetti, Mauritanie, qui est une cité importante du désert mauritanien, qui abrite des manuscrits, un petit village qui vit grâce au tourisme et qui a été déclaré zone rouge, alors qu'a priori, vraiment, à Tchinguetti, il n'y avait pas de problème. Donc, nécessité peut-être de faire le distinguo, pas simplement au niveau national, mais sûrement au niveau territorial des provinces. De prendre un peu de recul. Je termine juste, Olivier, parce que dans ces zones interdites, il y a 2 cas de figure. Donc, des zones rouges, parce qu'elles sont effectivement dangereuses, et puis alors des zones géopolitiques qui sont concernés par des régimes de dictature. Et donc la question est de ça. Et alors pour le coup, c'est pas du tout dangereux d'y aller. N'importe quel voyageur pour aller en Corée du Nord, il n'aura vraiment aucun problème. Là, c'est la sécurité maximum. C'est en règle générale le cas dans des États policiers. Plutôt 10 policiers pour un touriste. Voilà. Donc là, il n'y a aucun problème. En Ouzbékistan, pareil. Mais la question que vous pouvez vous poser, c'est en allant dans ces pays-là, est-ce que finalement je ne vais pas soutenir les régimes qui sont en place? Il y a eu tout un débat autour de la Birmanie. La Birmanie, puisque Suu Kyi ayant elle-même, la dirigeante de l'opposition, changé d'avis au cours des dernières années. Ouais, l'argument consistait à dire si vous allez en Birmanie, l'industrie hôtelière, l'industrie touristique étant complètement contrôlée par la junte, vous allez donner des subsides alors que par ailleurs la communauté internationale a décrété un embargo. D'accord. Donc en fait, faire le distinguo, enfin vous le faites aussi sur l'espace saharien, puis en disant que certaines zones sont encore accessibles et qu'on peut y retourner avec un maximum de précautions. On va rester sur l'Afrique, de toute façon on va continuer d'intervenir aussi sur cette problématique. Je me tourne vers le père Georges Van den Bosch, donc je le disais, qui a été pris en otage pendant 1 mois et demi, qui a été libéré le 31 décembre. Détenu au Nigeria, enlevé au Cameroun, où il était donc dans la paroisse de Maroua, tout à fait au nord. On a eu donc il y a quelques jours l'enlèvement de 3 autres religieux, 2 Irlandais, je disais tout à l'heure, et une sœur canadienne. D'abord, vous les connaissiez, ces religieux? Ah oui, non, très bien. Oui, c'était le même diocèse. On se voyait à toutes les réunions communes. Oui. D'accord. Et alors, pour revenir d'abord sur votre enlèvement, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il s'agissait d'une opération commando, d'une opération ciblée sur un étranger, sur un occidental et peut-être sur le père Van den Bosch lui-même? Alors oui, c'était une opération assez préparée, mais pas trop. Il y avait beaucoup de choses sur lesquelles, on pourrait dire comme ça, ils auraient pu mieux faire, ou ça aurait pu plus mal tourner, parce qu'il y avait pas mal d'amateurisme. En même temps, ils savaient qu'il y avait un occidental qui était là, ils savaient qu'il y avait un blanc qui était là, ils ne savaient pas qui j'étais vraiment, ils ne savaient pas que j'étais français.
Ça, au départ, c'est vrai que quand j'étais libéré, mes interlocuteurs avaient du mal à en être sûrs, mais avec tous les débriefings, c'est vraiment la chose la plus crédible quand même, parce qu'à plusieurs reprises, la question de mon identité, de ma nationalité sont revenues. Donc, ils ne savaient pas que j'étais français, et ils ne savaient pas que j'étais prêtre. Aussi curieux que ça puisse être, puisqu'ils m'ont pris à la mission catholique. Mais ça fait partie de la question du danger, c'est qu'en fait, leur façon de réfléchir, de planifier ça, en tout cas pour Boko Haram et les groupes qui ont monté ça, il y a un mélange d'expérience et d'inexpérience. Il y a une vision du monde qui est si différente de la nôtre. Parce que, je pourrais revenir un petit peu en arrière sur la question de l'évaluation du risque, même dans le coin. Oui, parce que donc, pour revenir au contexte historique, on va dire, donc fin 2013, le Cameroun était déjà pratiquement interdit aux étrangers. Alors vous pouviez être considéré comme un résident, puisque vous êtes un homme de foi, donc appelé à la demande des populations locales chrétiennes du nord du Cameroun. Est-ce que vous vous sentiez concerné par ces mesures d'interdiction ou pas ? Alors oui, moi je suis arrivé, donc malheureusement j'y suis pas resté très longtemps, je suis resté 2 ans, un peu moins de 2 ans et demi. Quand je suis arrivé en septembre 2011, en fait, je ne me rappelle plus très bien de la couleur de la carte sur le site du ministère, mais il devait y avoir des liserés orange et le reste était accessible. C'est pendant que, donc c'est en 2 ans de temps, là, je veux dire, la couleur a changé, du un peu orange, tout orange à tout rouge. Donc la question ne s'était pas posée quand je suis parti. C'était même à un moment où il y avait un peu plus de sécurité, puisque les coupeurs de route, l'époque des coupeurs de route, c'était pas mal atténué. Donc il y avait un petit peu plus de sécurité, et c'était dans le pays voisin, limitrophe, le Nigeria, dans lequel, ça c'était assez terrible, mais sans trop de risque de débordement. Donc la couleur a changé pendant que j'y étais. Et plus exactement, même l'année 2013, c'est très très récent en fait, puisque 6 mois avant que je sois enlevé, il y a une famille française qui a été enlevée, voilà. La famille Moulin-Fournier. Et donc la question s'est posée pour nous, pendant leur enlèvement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait alors en fait, est-ce qu'il faut partir ou pas? Bon, c'était assez difficile, tous selon les différents angles de regard, l'évaluation d'un risque, c'est quelque chose qui est fait de multiples fils et qui ne sont pas si simples que ça à délier. Moi, il me semblait, et à beaucoup, que j'avais été interviewé d'ailleurs à ce moment-là, juste à Maroua, et on disait, on voit bien qu'il y a un vrai risque puisque le danger a franchi la frontière et qu'ils opèrent au Cameroun. Ceci dit, c'était la première fois qu'ils faisaient ça, vraiment, et c'était donc il y a 1 an. Donc on va voir comment ça évolue la situation. C'était ça que j'avais dit. Donc une vraie conscience du danger. En même temps, moi j'habitais là-bas, j'ai appris le Mafa, la langue du coin, je devais y rester. On crée des liens, on vient pour les populations, voilà. Sur l'opération Commando elle-même, vous avez entendu parler ensuite, lors de votre détention sous un arbre, c'était principalement pendant les 6 semaines sous un arbre, donc dans des conditions difficiles. Vous avez entendu parler le Haoussa, donc qui est la langue de la population majoritaire au Nigeria, musulmane. Est-ce que cette revendication, en tout cas, parce qu'il y a eu un moment de contradiction dans les communiqués de la part de Boko Haram disait que vous aviez été libéré par mesure de compassion. Est-ce que c'est vrai? Vous l'infirmez ou vous le confirmez? Non, à mon avis, je ne suis pas sûr du tout que ça émane d'eux, en fait, ce message-là. Parce que, pour toutes sortes de raisons, je crois que ça vient d'ailleurs. Mais non, parce qu'ils n'ont pas... Moi, j'aurais dit, ils ont été très corrects avec moi. Dans leur style un peu rustique, ils ont été assez corrects. Par contre, ils ne le sont pas avec tous les habitants du coin. Sur ma paroisse, j'ai accueilli plein de gens réfugiés du Nigeria. Faut voir la liste des horreurs qu'ils ont commises. Alors, je reviens justement sur la problématique de ce soir, pour soutien à nos amis otages, Didier François, donc Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres, sur le concept de zone interdite. Donc vous êtes allé là-bas consciemment. Donc entre-temps, il y a eu aussi ces 2 Irlandais, ces deux Italiens, pardon, et la religieuse irlandaise, canadienne, pardon, c'est ça, qui ont été enlevés il y a 3 jours. Ça veut dire qu'on peut, en tant qu'homme de foi, en tant que religieux, transgresser les interdits. Comment ça se passe? Est-ce qu'on est conscient du risque? Parce que bien sûr, il y a aussi la demande des populations locales, chrétiennes en l'occurrence, au nord du Cameroun, ou est-ce qu'il faut s'interdire d'y aller? Alors, moi, je ne crois pas qu'il faut s'interdire. Il faut être prudent et vraiment réfléchir à ça. Il faut voir aussi ce qui brouillait le message, c'est que tous les pays européens ne réagissent pas de la même façon.
C'est-à-dire que la France était quand même assez au point, enfin assez au taquet sur cette question-là, alors que les confrères italiens, espagnols, la sœur canadienne, tout ça, de la part de leur pays, c'était parfois, il n'y avait pas beaucoup de consignes. Hein. De toute façon, certains pensaient que c'était une histoire uniquement de Français, alors que bon, moi je leur avais bien dit, dès que j'ai été libéré, qu'ils ne savaient pas que j'étais Français, hein, que c'était un occidental, hein, qui voulait. Donc il y a ça qui trouble quand même beaucoup le regard. Et les autorités locales aussi, qui ne sont pas très très contentes du classement en zone rouge, hein, parce qu'ils promettent beaucoup de mesures de sécurité. Alors on voit ce que ça donnait avec l'enlèvement de mes amis là, il y a 2-3 jours. Mais pour éviter que lesquels il n'y a pas beaucoup d'expatriés en fait quand même dans l'extrême nord du Cameroun, pour éviter que ceux qui sont là partent. Voilà. C'est-à-dire qu'on est très vulnérable parce qu'en plus vous restez au même endroit, oui, on est passez fixe pas, et on est dans. fixe. Enfin, moi j'étais dans la brousse, donc enfin il n'y avait pas de poste de gendarmerie, etc. Hein, voilà. Et il y a quand même une autre chose qui fait sens pour nous, enfin qui se pose vraiment, c'est quand même les liens qu'on tisse avec les populations. D'abord, de temps en temps, on voit bien que ce sont eux qui courent plus de risques que nous, enfin, à certains moments. Alors c'est sûr que, enfin mais les voisins juste immédiats du Nigeria, il n'y avait pas d'enlèvement. Hein. Alors, ils étaient tués, brutalisés, leurs maisons rasées, c'est tout. Pas, voilà, ils n'avaient pas aucun prix, enfin voilà, aucune valeur à leurs yeux. Et puis, on est venu donc pour des gens avec lesquels on établit des liens. Et qu'est-ce que ça voudrait dire de partir aussi, hein? Est-ce que c'est quand on a des amis, des gens desquels on devient proche, hein, on entre un peu dans leur vie de famille, etc. Quand le moment de l'histoire se fait un peu plus difficile pour eux et un peu inquiétant, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on les quitte comme ça, hein? C'est pas si facile. Et puis il y a un dernier petit aspect aussi sur la décision de rester, c'est que c'est vrai que parfois, enfin je vois pour quelques-uns, le clergé dans ce coin-là, c'est à moitié camerounais, moitié étranger. Hein. Et c'est vrai et le clergé local camerounais est très récent. Hein. Les tout premiers ont été ordonnés dans les années 90. Donc c'est extrêmement récent. Et on voit quand même que pour ceux qui sont un petit peu plus anciens et qui sont étrangers, il y a une perception de l'enjeu qui devient très très important, du dialogue entre les différentes communautés. Et donc je vois dans mes confrères qui sont restés, les Italiens en particulier, puis deux prêtres français qui sont encore là-bas, le lien qu'ils font entre les communautés musulmanes, les protestants, les catholiques, les gens de religion traditionnelle, eh bien, c'est vrai qu'ils ont à cœur véritablement de faire ce lien-là. Et est-ce que ce n'est pas en ce moment auquel il faut s'attaquer et s'attacher véritablement à ce lien-là? Est-ce que ce n'est pas maintenant qu'il y a un enjeu très important? Tout à fait, mais on n'est pas protégé pour autant. Alors, je me rappelle aussi, il y a une sorte, sinon de polémique, en tout cas de discussion entre différentes instances, Église et pouvoir public, mais aussi même à l'intérieur de l'Église, entre les missionnaires religieux, on va dire, et puis l'envoi de missionnaires laïcs. Et je me rappelle, ça a été posé clairement, mais la réponse la plus adéquate a été de dire, je cite le père Jean Forjat, qui s'occupe de ces missions, la situation d'un missionnaire n'est pas celle d'une grande entreprise ou d'un touriste, il répond à un appel pour être solidaire. Est-ce que pour vous, la solidarité va là aussi se rétrécir en fonction des dangers? Ben, j'espère pas, hein, j'espère pas. C'est vrai que ça pèse forcément. Et puis, vous voyez bien, moi en 2 ans et demi, je vois tous les liens que j'ai pu établir et la difficulté que j'ai eue finalement à partir sans leur dire adieu. Mais je vois pour même le prêtre qui a été tué là, dont on a appris la mort ce matin là, à Homs en Syrie, j'ai vu, il était là depuis 1966. Prêtre italien. Un prêtre, un prêtre des Pays-Bas, un jésuite des Pays-Bas, qui était depuis 1966 à Homs. Donc, en fait, sa vie est là-bas. Il est des Pays-Bas, mais moi, je vois les Français, même un ou deux Italiens, est-ce qu'ils sont Italiens ou Français? Enfin, leur nationalité, c'est comme ça. Leur culture, quand même, ils ne sont pas Camerounais non plus. Hein. Mais ceux qui les habitent, leur identité, une grande partie de leur identité est quand même très, très, très mélangée. Hein. Et du coup, l'injonction de partir et d'abandonner les gens, c'est extrêmement difficile. D'accord. Très bien, on reste sur ce rétrécissement de l'espace. Je donne la parole à Emmanuel Serrault, donc, qui est journaliste et spécialiste de la sécurité à l'AFP, l'agence France-Presse, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, qui a une expérience de terrain. Alors l'AFP fait extrêmement attention, évidemment, à l'envoi de ces journalistes. On parlera aussi de pourquoi tout cela a changé depuis quelques années. On a aussi en mémoire la mort de Sardar Ahmad, qui était un des piliers de l'AFP à Kaboul, il y a quelques jours, au moment de Nowruz, donc c'est le nouvel an persan.
Rappelez-vous, il y a eu une attaque des talibans extrêmement pointue, puisque les talibans se sont infiltrés dans un hôtel en étant déguisés en clients, si je puis dire, et se sont cachés dans les toilettes de l'hôtel pendant plusieurs heures avant de déclencher un feu nourri au moment où il y avait un maximum de clients de l'hôtel, et ont tué Sardar Ahmad, donc ce pilier de l'AFP, sa femme et deux de ses enfants. On pense aussi à Anja Nienhaus, qui est la journaliste photographe, photoreporter allemande très talentueuse, qui a eu un World Press, qui a été tuée donc il y a 3 jours à Ross, et de Katie Gannon, qui est la correspondante de AP, donc la concurrente ou la sœur jumelle en tout cas de l'AFP, Associated Press, donc à Ross également. D'abord, pour vous, pour l'AFP, comment ça se passe? Donc il y a des mesures de plus en plus drastiques qui sont prises, non seulement pour l'envoi de journalistes, mais aussi pour les correspondants sur place dans les pays à risque. Oui, on pense aussi à Nils Horner, qui est le journaliste suédois qui a été tué il y a 15 jours à Kaboul, à ce moment-là. En fait, pour nous, on a une particularité en tant qu'agence de presse par rapport aux autres médias, c'est que la question ne se pose pas de savoir si on doit couvrir ou pas. La question ne se pose pas de savoir si on doit y aller ou pas, puisqu'on y est déjà. Et puisque de toute façon, il est impensable pour une agence de presse internationale de ne pas rapporter les faits. Voyez. Donc, en fait, cette particularité, je le vois parce qu'on est en lien, évidemment, maintenant, beaucoup plus important qu'avant, et ça, c'est un point important, il faudra peut-être qu'on y revienne, avec les autres grands médias, nos grands clients, je dirais, parce que l'union fait la force, et l'union des informations, les échanges d'informations font la force. Donc, nous, la particularité, c'est que, puisque nous ne pouvions pas échapper à ça, puisque de toute façon, on y est, l'important, ça nous a aidé à nous dire, puisque nous ne pouvons pas changer le monde, changeons-nous nous-mêmes. C'est-à-dire comment peut-on continuer à couvrir en prenant moins de risques. On a une sorte d'orgueil, si vous voulez, au fait que nous n'avons jamais fermé un bureau. Nous avons 200 bureaux dans le monde, 1500 journalistes qui couvrent. Je ne parle pas de Paris, là. Et donc, notre idée, c'est puisque nous y sommes, comment se préparer mieux. Et là, nous avons mis au point un ensemble de formations. Ça passe d'abord par la formation, c'est-à-dire que avant, et je dirais de mon époque, si on peut dire, s'il y avait une colline un peu dangereuse, mais il fallait quand même y aller pour faire un reportage, on prenait un gaffeur, on mettait TV ou presse sur le 4x4, et puis on y allait, et puis ça se passait très bien. Maintenant, c'est la dernière chose que vous ferez, c'est de mettre TV ou presse. Et donc nous avons en fait demandé de l'aide à des groupes militaires de toute façon, puisque c'est eux qui sont les plus à même, GIGN ou autres, les plus à même de nous aider à nous mettre dans des situations de prise d'otage, à nous mettre dans des situations où le danger va arriver, mais on peut quand même encore jouer, je dirais, on peut quand même encore faire quelque chose. Donc là, on est en situation de risque en France, avec des unités d'élite ou ailleurs. Ouais. Et là, pour vous, c'est probant, donc il y a un résultat, c'est efficace en tout cas. C'est très probant parce que jusqu'à présent, et c'est probant pour le journaliste, mais c'est aussi probant pour l'entreprise. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il se passait quelque chose, on y allait. Et puis les rédacteurs en chef, d'où qu'ils soient, décidaient, il y avait un envoi de gens. Maintenant, je dirais quasiment avant, j'exagère un peu, d'envoyer, on va d'abord se poser la question de la sécurité. Ça s'est passé pour Kiev notamment récemment. Avant d'envoyer, alors les renforts étaient déjà partis. Je vous parle de Kiev saison 1, je dirais, c'est-à-dire quand, l'Ukraine saison 1, c'est-à-dire quand Kiev était vraiment très chaud et très dangereux pour nous. Il faut savoir que pour un journaliste, vous le savez certainement, le danger vient de l'instabilité, c'est-à-dire qu'une guerre civile, une guerre dans la ville, un conflit dans la ville où nous ne savons pas qui s'oppose exactement à qui, c'est ça le plus dangereux pour nous. Ce n'est pas une guerre classique, bien sûr. Et donc, pour Kiev notamment, la question se posait, avant même de savoir si on envoie, c'est peut-on envoyer? Y a-t-il suffisamment de gilets pare-balles? Quelle est la situation de sécurité sur place, etc. Au début de l'opération Serval au Mali, c'était une première pour nous. Nous avons d'abord envoyé un logisticien, c'est-à-dire quelqu'un qui a d'abord sécurisé des chambres d'hôtel. Il faut se remettre à l'époque où nous pensions que les islamistes allaient vraiment descendre à Bamako et nous n'avions aucune notion du danger potentiel ou pas. Et donc là, on sécurise des bureaux ou des hôtels qui servent de bureaux, en fait, c'est ça? Bureaux, hôtels et chauffeurs, surtout. Et ce qui s'est passé, malheureusement, pour les journalistes de RFI, où le maillon faible, si vous voulez, là où on a, dans des reportages comme ça, où on a, et la Syrie, ça a été le cas, bien sûr, là où il y a, je dirais,
maillon faible, le mot n'est pas bon, mais il y a vraiment toute une attention extrêmement importante à porter sur le transport, sur les gens qui transportent, sur les entre fixeurs. Gao et Kidal, là, avec la Oui, mort puis des sur deux les journalistes. fixeurs, sur les gens qui nous protègent, sur les interprètes, sur tous ces gens-là, où nous devons vraiment faire un travail extrêmement fort Oui. pour les recruter. Oui, un travail en amont de préparation, de stage, que d'ailleurs Reporters sans frontières avait aussi lancé il y a très longtemps. Je suis pratiquement sûr que Didier François avait participé à l'une d'entre elles. On devait y être ensemble dans les Pyrénées. Concrètement, là, par exemple, sur un cas précis qui sont les élections en Afghanistan avant-hier, là vous avez une équipe, vous avez des envoyés spéciaux, y compris le correspondant du Pakistan qui est monté à Kaboul en Afghanistan. Comment ça se passe là? On n'est pas en amont, on est dans l'action, dans un instant cristallisé qui est très très fort, avec des consignes de sécurité qui émanent soit des ambassades, soit de l'ONU, soit des deux. Vous, l'AFP, comment vous fixez ces règles-là à ce moment-là? En fait, pour vous dire très franchement, on ne suit pas trop le département d'État ou le Quai d'Orsay, parce que, je vais exagérer, mais hormis Genève et Lausanne, tout est en rouge pour eux. Donc nous, il nous faut une évaluation de la situation au cas par cas par nos chefs de bureau pour des journalistes, donc c'est vraiment extrêmement ciblé. Ce qui s'est passé pour Kaboul, évidemment, on était juste après l'assassinat de Sardar, même si on a pu déterminer qu'il n'avait pas été assassiné en tant que journaliste, mais en tant que convive ce soir-là dans cet hôtel. Nous avons évidemment continué à décider d'envoyer du monde, donc un photographe de Hong Kong, 2 personnes dont une vidéaste de Islamabad, 3 personnes de Islamabad. Maintenant, les consignes, c'était de la pure folie, c'est du jamais vu, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont restés, nous avons un bureau à Islamabad. Je ne peux pas toutes vous les donner, évidemment, les consignes, parce que j'aimerais pas non plus donner des idées à des gens qui voudraient nous porter atteinte. Mais il est clair que nous n'allions pas à l'hôtel. Ces gens-là étaient dans notre bureau, qui est un bureau sécurisé, que quasiment ils ne sont pas sortis, quasiment. Il y a une grande habitude en Afghanistan, c'est de donner conférence de presse et en fait vous attendez dehors, c'est-à-dire la porte s'ouvre, que ce soit un ministère ou autre. Si c'était ce cas-là, on n'y allait pas. Les journalistes, parce que nous avons 2 expatriés, un français et un britannique, qui sont en poste à Kaboul. Ça fait depuis donc l'assassinat du journaliste suédois qui nous interpelle énormément parce qu'en fait il a été abattu en pleine rue et personne ne sait absolument rien. C'est-à-dire que ça fait 3 semaines que ça s'est passé et personne, aucun service de renseignement n'a la moindre idée de pourquoi il a été abattu. Alors, bien sûr, près du restaurant libanais qui avait absolument. lui-même fait l'objet d'une attaque quelques jours plus tôt. Et ça nous inquiète évidemment beaucoup. Donc ces journalistes-là ne peuvent pas sortir, restent dans cette maison. Si un journaliste expatrié est invité chez des gens dans Kaboul, et vous allez, vraiment on est devenu paramilitaire quasiment, mais maintenant quasiment, non pas quasiment, nous envoyons quelqu'un en reconnaissance pour vérifier les lieux avant. D'accord, donc l'AFP va ou est déjà présente en Afghanistan. Oui. Est-ce qu'il y a des pays que l'on s'interdit? C'est le thème de ce soir. La Syrie, en 2 mots. Alors, la Syrie, vous êtes à Damas. La Syrie, on est à Damas, on a un bureau et on a des gens du bureau de Beyrouth qui vont régulièrement. La Syrie, nous avons eu 2 journalistes qui ont été enlevés quelques heures et donc nous avons après ça décidé de ne plus envoyer de non-syriens. Et nous avons, ça c'est le premier cas pour nous. Le deuxième cas qui était très important, c'est que nous avions beaucoup de journalistes expatriés, non-syriens, qui nous proposaient des papiers, des vidéos, des photos, etc. Et nous avons lancé le message comme quoi nous ne les prendrons pas. Parce que nous ne voulons pas donner l'envie à des gens d'aller faire une pige pour nous là-bas. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup maintenant de pigistes qui sont un peu ce métier a beaucoup évolué, le métier de pigiste. Et si vous voulez, il fut un temps où le pigiste était quelqu'un que vous envoyiez quelque part, vous lui donnez un mandat, il travaille pour vous, vous le rémunérez, il vous rapporte une vidéo, un texte ou autre. Maintenant, ce sont plutôt des gens qui sont déjà sur place et qui vendent leurs produits. Et nous avons décidé de ne pas les prendre. Par contre, nous avons des photographes pigistes syriens qui, au cas par cas, nous proposent des choses et nous les prenons. Alors vous avez l'expérience de terrain, puis maintenant la sécurité au sein de l'AFP. Est-ce que vous avez l'impression que depuis quelques années, les journalistes ne sont plus préservés ou protégés par une sorte d'aura, de respect, entre guillemets? Est-ce que les journalistes sont ciblés désormais? Alors oui, juste pour revenir sur la Syrie, c'est donc la première fois où nous n'allons plus dans cette zone-là. Et effectivement, pour nous, c'est extrêmement grave. Et quand même, pour revenir à votre question d'avant, est-ce qu'il y a des zones interdites ou pas, puisque c'est le sujet de ce soir? S'il n'y a pas des zones interdites, il y a des zones presque interdites. Je parlais tout à l'heure avec notre chef de poste à Nairobi, qui gère la Somalie, le Sud-Soudan, etc.
et qui me disait, on a du monde, hein, à Mogadiscio, on a 3 journalistes pigistes somaliens. Mais il me disait, oui, on couvre, s'il y a un attentat, s'il y a quelque chose, le monde le saura, nous aurons couvert, mais nous ne faisons plus de magazine, un expatrié n'y va pas, il n'y a plus une réelle couverture de ce pays. Donc je pense que ce ne sont pas des zones interdites, mais presque interdites. Même chose pour l'Irak ou pas? Non, moins maintenant. Non, l'Irak, c'est devenu... Ça s'est normalisé pour nous. Toujours un bureau à Ça s'est Bagdad. normalisé. Et pour répondre donc à la question, Oui. oui, effectivement, le journaliste est ciblé maintenant. Alors ciblé, la Syrie, c'est fou, quoi, parce que s'il y avait des gens qui avaient quand même bien intérêt à ce qu'on médiatise leur combat, quel qu'il soit, et sans porter de jugement sur leur combat, c'était bien les rebelles syriens. Or, c'est avec eux qu'on a tous les problèmes, et donc c'est pour ça qu'on ne peut plus couvrir. Et dans les problèmes qu'on a, nous avons vu que sur certains enlèvements, c'était des enlèvements crapuleux. Ce n'était pas que des enlèvements. Il y a eu des enlèvements parce qu'il y a AFP, français, vous êtes au Mali, Mali, vous tuez nos frères, donc, etc. Mais il y a eu aussi des enlèvements crapuleux. Donc Alors, oui, le journaliste est clairement visé maintenant, c'est sûr. Ce qui a changé aussi, on pourra rebondir aussi avec les différents intervenants, ce sont les moyens de communication. C'est-à-dire que maintenant, on sait qu'on arrive à Bagdad à telle heure. On a eu, pour des cas d'enlèvement ou de tentatives d'enlèvement, des témoignages disant que certains bagagistes à l'aéroport de Bagdad savaient que arrivant de tel pays étranger était français ou italien ou américain, et il y avait carrément une valeur aussi. Et la même chose sur la route qu'on a appelée route de la mort à un moment, que Jacques connaît bien d'ailleurs, entre l'aéroport de Bagdad et le centre-ville, qui fait 16 km, hein, c'est même pas Orly-Paris. D'ailleurs, c'est pratiquement les 2 seules institutions qui n'ont pas sauté à Bagdad, parce que tout a sauté, et tout saute encore, les écoles, les hôpitaux que tu connais, Jacques, etc., sauf les cafés Internet, puisque tout le monde s'en sert, d'abord les fondamentalistes, et les relais d'Irakna, qui sont les relais des réseaux téléphoniques locaux, et ça, évidemment, là aussi, tout le monde s'en sert, et je crois que ça a beaucoup changé sur le terrain. Alors, et puis les moyens de communication, maintenant, sont devenus... nos moyens de transmission et de communication sont devenus des armes contre nous, c'est-à-dire qu'en Syrie, avec un smartphone, on vous géolocalise immédiatement. Et donc nous avons dû apprendre, dans tout ce que je vous disais là sur la formation à l'AFP, sur notre façon de changer de travailler, il y a eu ça aussi, prendre en compte que le smartphone que j'ai dans ma poche ou la bigane que j'ai pour transmettre mes photos va servir éventuellement les Syriens à me géolocaliser et à me tuer, puisqu'il y a 2 journalistes tout de même qui ont été tués, dont Marie Collins, la Britannique. Marie Colvin, américaine du Sunday Times, le journal britannique, et Rémi Auchlik, donc photographe français, qui travaillait pour différents médias et qui aurait été repéré évidemment lors de la transmission. Alors justement, j'en profite pour demander à votre voisin, à Jean-Louis Normandin, qui a eu cette expérience douloureuse de l'enlèvement très long en fait au Liban, et qui a appris au fur et à mesure que ses confrères ont été libérés. Et puis deuxièmement, qui a décidé donc de créer, de présider ce comité, cette association Otages du Monde. Certains ont voulu faire à un moment un distinguo entre le politique et le vénal, le marchand, parce que c'est vrai que la personne qui est kidnappée, et Emmanuel Serrault vient de le dire, il y a une vraie industrie du kidnapping. On l'a vu apparaître en Irak en 2003, juste après la chute de Saddam, où les pires ennemis, qui étaient les Mourabarat, les membres des services secrets, et les forces fondamentalistes ont fait alliance pour enlever et pour alimenter le trésor de guerre de ces forces. Et la même chose ensuite avec l'Afghanistan, où le conflit s'est irakisé à partir de 2004-2005 sur le modèle irakien. Vous pensez que le distinguo entre le politique et l'économique est adéquat ou pas du tout? Adéquat, pour mon sens, il est réel. Et c'est un des combats de l'association que j'ai l'honneur de diriger, qui s'appelle Otages du Monde. C'est justement, le premier point, c'est mettre le sens, ou mettre les choses dans le bon sens. On est à cheval sur la sémantique. Et un otage, c'est quelqu'un, il faut le savoir, quand même, qui doit lever la main poliment pour demander, pour aller faire ses besoins les plus élémentaires. Pour ma part, j'étais couvert de chaînes. Donc, on est dans un monde qui est difficile de raconter. Il n'y a pas d'image, bien sûr, mais il est encore difficile, même après, de trouver les mots pour raconter. Je pense à Primo Levi, qui avait du mal aussi, et toute proportion gardée, bien sûr. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on revient et qu'on se réinstalle, on se rend compte que même la RATP prend parfois les gens en otage. Donc on essaie de faire très attention et de remettre les choses à leur place, sur le sens des mots. Donc otage, c'est quoi? Effectivement, c'est ce que je viens de vous dire, mais c'est aussi
la valeur des choses, parce que aujourd'hui, on pense qu'un otage, ça s'échange contre une valise de dollars. C'est pas forcément faux, mais c'est pas forcément vrai. Et c'est mieux de le savoir, et c'est mieux de le dire. C'est mieux de le dire pour les victimes, c'est mieux de le dire pour les familles des victimes, et c'est mieux de le dire aussi pour les citoyens que vous êtes tous et que nous sommes tous ici, parce que ça a quand même beaucoup plus de sens d'afficher des portraits sur des mairies et de se battre pour des valeurs, les valeurs de la démocratie en l'occurrence, et plutôt que de dire, ah ben voilà, on a échangé un tel ou un tel contre une valise d'argent, parce que la réalité est rarement totalement dans le sens de l'argent et rarement aussi dans le sens de la dimension politique. Parce qu'il y a aussi, on peut être fondamentaliste, séquestrer des gens contre leur gré de la manière la plus arbitraire, avoir besoin d'argent. Donc effectivement, on se bat là-dessus, et je trouve que tout le monde trouverait son compte, justement, de mettre du sens sur la dimension otage politique. Il y a eu un colloque récemment, d'ailleurs, à l'Institut de criminologie de Paris, là-dessus. Et pourquoi? Parce qu'aussi, un otage, qui est aussi une victime, quelque part, même si le mot ne convient pas à tout le monde, c'est aussi peut-être un représentant, ça peut être un résistant, un survivant, etc. Mais c'est aussi comment on se reconstruit sans justice. Et l'otage, par exemple, je pense au baron Ampin, qui était dans les années 70 quelqu'un qui était séquestré dans Paris et qui est par des voyous, donc on est dans le droit pénal. Quand les types ont été pris, il y a eu un jugement, et Ampin m'a dit « j'ai pu me reconstruire par la justice ». La dimension d'otage politique complique un peu la chose, mais elle est quand même aussi fondamentale, parce que ça arrange tout le monde, y compris Boko Haram parfois, et aussi nos dirigeants, quels qu'ils soient, de dire que on ne paie pas de rançon, enfin d'évoquer la dimension rançon, parce que ça leur évite d'avoir à expliquer à la société civile, aux citoyens, les arcanes de l'immense bras de fer que se livre le monde chiite et sunnite, et quel est le petit levier que la France vient manipuler là-dedans. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question, mais... J'aimerais revenir aussi sur les conditions de détention. Vous êtes resté donc 628 jours en otage, vous étiez le dernier des 4 à être libéré. Philippe Rochaud a eu beaucoup de mal à se reconstruire et à parler surtout de son expérience. On a su que vos conditions à vous 4 étaient terribles. Qu'est-ce qui vous a fait, vous, Jean-Louis Normandin, garder espoir pendant ces presque 2 années? Je crois que c'est assez binaire, c'est-à-dire que si on n'a pas l'espoir, on meurt. Donc on a tous des forces incroyables en nous. On va chercher... c'est un peu court de raconter ici en 2 mots, mais je crois que l'espoir, il est chevillé, encore une fois, dans la mesure, là je parle pour moi, de l'acceptation de la mort, c'est-à-dire qu'il est quand même... La vie d'otage, la vie en général est dangereuse, de reporter encore plus, mais la vie de l'otage est extrêmement dangereuse. Donc il y avait des arrivées aléatoires d'obus, il y a 1000 raisons pour mourir quand on est au Liban dans les années 80. Et ce que je veux dire par là, c'est que à un moment, on s'est dit comment ça va se passer, très concrètement, parce qu'on n'a pas grand-chose à faire. Voilà, on est enchaîné devant un mur, une grande introspection. Comment ça va se passer dans les derniers moments? Comment je vais me comporter? Donc il y a une quête de dignité. Et puis le curseur formidable, c'est d'arriver à déterminer tout seul entre ces 2 oreilles où on mettra la limite, la ligne rouge sur la dignité dans son rapport à l'autre, et puis se préparer. Et donc je pense que cet exercice-là est extrêmement facteur de résilience, enfin encore une fois pour ce qui me concerne. Donc on tient en se disant que c'est mieux d'en sortir, mais on se prépare aussi aux pires extrémités. Alors vous avez appris, ou peut-être le raconter en quelques mots, la libération de Philippe Rochaud et de Georges Janssen. Vous étiez le dernier à être libéré. Comment vous l'avez appris? C'est en écoutant aux portes, c'est ça? Là aussi, vous avez pris un grand risque. Oui, vous écoutez un message radio. Alors, pour répondre au président tout à l'heure, il n'y a pas de petites actions, il y a des actions, et elles résonnent pas comme on le veut, mais elles ont une capacité de résonance incroyable parfois.
Donc j'étais enchaîné là à mon petit mur avec Aurel Cornéa, et nous sommes au mois de juin, c'est la Coupe du Monde de football, et on peut être fondamentaliste, anti-occidental, aimer les Kalachnikov, les BMW, et puis aimer le football. Donc la télé était à fond. Et il suivait, je crois que c'était un match France-Brésil de mémoire. Donc moi j'aime bien le foot aussi, donc j'écoutais un petit peu. J'étais seul, enfin nous étions deux avec Aurel, et Philippe et Georges étaient partis de notre espace sans savoir où ils étaient. Le discours officiel, c'était on les a déplacés, mais voilà, c'était un mensonge, parce qu'en plus, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une grande perversité de désinformation de la part des preneurs d'otages en général. Bon. Donc, pour faire court, le match se finit et j'entends la voix de Chirac qui dit ouais, « Nous sommes très contents d'avoir libéré nos 2 otages ». Donc, je réveille Aurel et je lui dis « C'est super, ils sont libres, ils sont à Paris ». Et le lendemain, celui qui aurait pu être, qui est peut-être le remplaçant de Fadlallah, son nom m'échappe, c'est le patron du Hezbollah aujourd'hui. Je suis désolé, pourtant je ne connais que lui. Je ne peux pas l'affirmer parce qu'ils avaient tous des cagoules, mais il est venu nous dire que nos amis allaient très bien, qu'ils étaient toujours à Beyrouth, et que tout allait très bien se passer dans le meilleur des mondes. Donc voilà. C'est toujours Nasrallah qui est... Oui, c'est Nasrallah, voilà, merci. Donc, je pense que c'est Nasrallah, parce que morphologiquement, comme ça, avec la tranche d'âge, tout ça. Donc, j'ai appris par la télé, donc à la fin du match, où ils ont oublié de couper le son, que nos amis étaient libérés. Donc, effectivement, c'est porteur d'espoir. C'est la première fois, je crois, que dans notre histoire donc libanaise, nous sommes partis en reportage pour l'annonce de la mort de Michel Serra, qui est un sociologue qui avait été annoncé tué par le Hezbollah. Il y avait 4 otages à ce moment-là, donc nous sommes tombés aussi pris en otage par le même Hezbollah, qui ne s'appelait pas le Hezbollah à l'époque, mais c'était les premières libérations. Donc les premières libérations sont formidables, d'espoir. Alors il n'y a pas de petites actions, vous le disiez, le président également, et il faut garder espoir. Vous, en tant que président de l'association Otages du Monde, vous êtes partisan de ce qu'on pourrait appeler le battage médiatique, donc de médiatiser les actions. Est-ce qu'il y a un ressenti pour vous à l'époque Évidemment. Enfin, moi, je suis pour la parole, pardon. Je suis pour la parole, je suis pour la... C'est une histoire d'équilibre. Nos démocraties, vous l'avez remarqué, sont extrêmement fragiles. On parlait de dictature tout à l'heure. C'est beaucoup plus facile pour les dictateurs, effectivement. Mais je pense qu'il faut accepter cette fragilité et demander et trouver un équilibre entre l'exigence ou la nécessité du secret d'État et le besoin de savoir, par la presse évidemment, et de comprendre le monde dans lequel on vit. Donc c'est simplement cela. Il faut absolument que les... Moi je me souviens donc de Joël Kaufmann, pour ne pas la citer, qui portait sa douleur d'une manière qui exaspérait parfois beaucoup de monde, mais je crois je me cale volontiers sur sa manière de faire, tout en... Enfin, alors, pour reprendre l'association, nous, on est par principe derrière la politique des familles. Ce sont les familles qui décident si on doit parler, pas parler, etc. Moi, je leur dis ce que je pense. Il y a effectivement, dans un premier temps, un temps d'observation, de latence, de voir comment les choses se positionnent, quel cadre est posé par le Quai d'Orsay, etc. Mais au bout d'un moment, j'ai en mémoire ce qui s'est passé au Mali pendant 3 ans, que je crois qu'il faut parler, quoi, au bout d'un certain temps. Et c'est bien pour tout le monde. Et encore une fois, je crois que c'est important aussi de prendre la mesure, de prendre le sens. Bon, je parle du Mali, parce que le Mali, pour moi, c'était aussi une prise d'otage politique, et que chacun doit se reconnaître là-dedans. D'accord. Merci. Alors, j'en profite pour rebondir auprès d'Alain Le Gouguec, donc président, encore une fois, de Reporters sans frontières, pour savoir si vous êtes d'accord avec cela. Est-ce qu'il faut faire du battage médiatique? Est-ce que c'est la bonne stratégie, si tant est qu'il y en ait une, à adopter pour soutenir les otages, avoir une sorte de vision à long terme, parce qu'évidemment, après, on est quand même éventuellement soumis à l'essoufflement. On s'est souvent posé la question, évidemment, à RSF, et puis dans toutes les rédactions, d'ailleurs. Mais moi, j'ai pris comme une leçon le témoignage d'un confrère qui a été libéré. Pierre-Yves Hénin était là au cours d'une soirée organisée par France Culture il y a quelques temps. Un confrère qui avait été otage en Syrie, libéré. Lui, c'était un anglo-saxon, je crois, et lui disait, par exemple, qu'aux mains de ses ravisseurs, au début, ça ne se passait pas très bien. Lui a tenté de donner des signes pour
noué une relation particulière avec eux, ça commençait à s'assouplir. Et puis au bout d'un certain temps, les ravisseurs ont montré des signes d'impatience parce qu'ils étaient branchés régulièrement sur CNN et on ne parlait pas de lui. Et au bout d'un certain temps, ils lui ont dit « on ne parle pas de toi, donc tu n'es pas un journaliste, tu es un espion ». Et il a eu très peur à ce moment-là, évidemment. Donc, mis à part ce que racontait Jean-Louis Normandin tout à l'heure, c'est-à-dire le signal qui est envoyé, qui arrive par un média et qui dit « on pense à vous, nous agissons pour vous et nous allons vous faire libérer, nous ne vous oublions pas, évidemment », est important. Mais il faut savoir aussi que les ravisseurs sont très attentifs à ce qui peut se passer à l'extérieur et que, moi je parle en tout cas pour les journalistes, le métier que j'exerce, lorsqu'on ne dit pas qui sont les gens, il y a toujours un soupçon qui est alimenté quelquefois par des faits comme l'enlèvement de 2 agents du renseignement français à Mogadiscio. Ils étaient descendus dans un hôtel fréquenté habituellement par les journalistes, ce qui leur donnait une couverture, mais évidemment c'est très dangereux pour ceux qui exercent ce métier. Donc oui, je pense que des événements comme celui de ce soir, comme le rassemblement Place de la République à Paris samedi, ou dans les Landes à Dax samedi également en faveur de Pierre Torres, on peut se dire que ce sont des confettis, on se dit est-ce qu'on ne prêche pas dans le désert, mais c'est important, d'abord ça fait savoir, et puis l'information peut filtrer, elle peut partir et elle peut parvenir à ceux auxquels on la destine, autant ceux qui sont enlevés que leurs ravisseurs. Ça me semble très important. Alors, je parlais tout à l'heure de l'effet de lassitude. Les anglo-saxons appellent ça compassion fatigue, la fatigue de l'usure de la pitié, la fatigue de la compassion. Est-ce qu'à RSF, on est conscient de ce risque? Quelquefois, donc, il y a eu des cas d'enlèvement très très longs, malheureusement. Comment peut-on, si je pose la question différemment, entretenir encore l'intérêt de l'opinion publique pour soutenir les otages? C'est un combat tous les jours, mais nous, à RSF, on a fait ça pendant des années, avec des opérations coup de poing. Quand on parle d'otages, évidemment, il y a ceux qui sont enlevés par les islamistes en Syrie, mais il y a aussi ceux qui sont emprisonnés, qui sont otages d'une certaine manière. Parce que regardez la Syrie aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la Syrie aujourd'hui? S'agissant des journalistes, c'est 13 journalistes non syriens qui sont retenus en otage dans le camp de la rébellion, je mets ça entre guillemets, islamiste, mais on sait dedans qu'il y a des criminels de droit commun, il y a des gens qui sont devenus des petits chefs de guerre, qui ont trouvé le moyen de se faire de l'argent aussi comme ça, ou alors qui veulent utiliser des boucliers humains. Il y a un tas de raisons, il y a un tas de choses. Moi, je ne suis pas dans leur secret, je ne sais pas exactement comment ça se passe. 13 journalistes non syriens, donc, aux mains de ces gens-là. Une vingtaine de Syriens. Et de l'autre côté, du côté de Bachar, une quarantaine d'acteurs syriens de l'information qui sont dans les prisons, qui sont torturés, parfois à mort. Donc, quand vous regardez finalement ces deux camps, vous vous dites que ces gens-là sont complices. Ils sont complices parce qu'ils n'ont qu'un objectif déjà, c'est qu'on ne vienne pas regarder leurs sales petites affaires et qu'on ne puisse pas témoigner. Donc, moi, j'ai tendance à mettre dans le même sac M. Bachar al-Assad, qui est un prédateur de la liberté de la presse, et de la liberté d'informer, de l'information, et les gens qui dirigent ces groupes présumés islamistes et qui agissent en principe en rébellion face au régime de Bachar. D'accord, et les deux se recroisent effectivement, puisque quand on parle de la Syrie, si on exclut peut-être la Corée du Nord aussi, qui est un des pires États pour la liberté de la presse, et peut-être l'Érythrée, mais même l'Érythrée est dangereuse pour les non-érythréens. L'Érythrée, les deux espaces se recoupent, hein, la pour les locaux et les étrangers. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas s'y rendre, qu'il n'y a quasiment rien à y faire. On sait que ceux qui ont tenté d'exercer leur métier sur place, ou qui ont tout simplement tenté d'informer, ont fini en plein soleil dans des endroits désertiques, enfermés dans des containers métalliques, ou alors dans ce qui reste de la présence italienne. La capitale de l'Érythrée, c'est Asmara. C'est une ville qui est un peu sur les hauteurs, au moins éloignée des moustiques, c'est son principal intérêt, avec des restes de la colonisation italienne, de la présence italienne, et notamment un endroit qui sert de prison, et qui est un endroit cynique, comme toutes les prisons, avec une pièce centrale qui sert à l'interrogatoire, donc à la torture, des couloirs qui y mènent, d'après les témoignages qu'on en a, et à chaque porte, à chaque accès à cette pièce, une phrase extraite de l'Enfer de Dante.
ça vous donne un peu le ton de ce qu'est l'Érythrée. Alors l'Érythrée est à la dernière place du classement mondial de Reporters sans frontières, une fois de plus. Donc cette fois, c'est la 180e place qu'un pays s'est ajouté. Il y en avait 179 auparavant. Mais dans les derniers, vous voyez, pour des raisons différentes, vous retrouvez la Somalie, hein, ce pays en proie au chaos depuis si longtemps. Vous retrouvez le Turkménistan, où on a pourtant concocté une loi sur les médias qui, en principe, doit assurer la protection des journalistes. Mais en fait, on ne fait que les accabler un peu plus, et dès qu'ils essaient de sortir le nez de l'ombre, l'étau se resserre sur eux, et c'est extrêmement dangereux pour eux. Mais il y a, comme d'habitude, comme partout, des gens très courageux. Il y a la Syrie, évidemment, la Corée du Nord, mais la Corée du Nord, c'est presque un cas à part, et l'Érythrée derrière. Mais dans ce que j'ai entendu, je voudrais souligner une chose, si vous le permettez. Tant dans ce qu'ont dit tout à l'heure Pierre Bigorgne que le père Van den Busch. L'un parlait des régions qui étaient désertées par les touristes et des conséquences que ça pouvait avoir sur les populations locales sur le plan économique. Et l'autre parlait effectivement des populations locales. Le père Van den Busch, lui, ne se plaignait pas trop des conditions de sa détention, mais disait qu'il avait vu des gens arriver au Cameroun dans un état pitoyable, qui avaient subi des choses très graves, etc. Et là, on est au cœur finalement du métier de journaliste. C'est qu'on est là pour témoigner de ce que vivent et subissent les populations locales. Nos amis qui sont retenus en otage actuellement, ils ne sont partis que pour ça. Ils sont partis pour témoigner du calvaire des populations locales. Parce que les principales victimes, et sans vouloir insulter évidemment mes camarades, mes confrères qui sont actuellement en otage, et je pense à eux tous les jours, soyez-en absolument sûrs, les premiers otages dans ces pays-là, ce sont les civils, ce sont les populations locales. C'est le cas en Syrie aujourd'hui, mais c'est le cas dans des pays dont on parle moins, parce qu'on a l'impression que ce sont des pays démocratiques, qui sont encore fréquentés par les touristes, comme le Mexique. Le Mexique, où il y a une véritable guerre entre les cartels de la drogue. Et pour les journalistes se sont ciblés en particulier. Les journalistes se sont ciblés. Pour Reporters sans frontières, l'une des 10 régions au monde les plus dangereuses, c'est l'État de Veracruz au Mexique. En l'espace de 4 ans, je crois, 9 journalistes assassinés, 4 disparus. Mais si vous regardez ce qui s'est passé pendant la campagne anti-cartel menée par Calderón, je crois, entre 2006 et 2012, c'est 60 000 civils tués au Mexique. 60 000 civils tués. Non, simplement sur le Mexique, effectivement, il y a une étude qui a été faite par les ONG, les ONG mexicaines, validée totalement par le département d'État, disant que sur les 4 villes les plus dangereuses au monde, mais là c'est de la criminologie, donc un nombre de morts par balle, enfin par assassinat par 100 000 habitants, c'est Tijuana, au Mexique, Ciudad Juárez, et après on a Kaboul et Bagdad. Donc le Mexique est avant. Simplement, vous avez l'impression que depuis, on va dire, un glissement de 10 ans, Reporters sans frontières existant depuis presque 30 ans maintenant, depuis 10 ans, il y a une dramatisation, vraiment, il y a de plus en plus les journalistes sont ciblés, comme le disait Emmanuel Serrault. Je vais encore donner une statistique, mais l'an dernier, en 2013, le nombre des enlèvements de journalistes a augmenté de 129%. Le seul constat, c'est qu'effectivement, on considère ça comme une monnaie d'échange. Ils deviennent importants aux yeux de leurs ravisseurs, quels qu'ils soient, parce qu'ils estiment que les journalistes sont monnayables. C'est une double utilité pour eux, c'est de les empêcher de témoigner, c'est de faire peur à tous ceux qui pourraient venir pour tenter de témoigner à leur tour, et c'est de récupérer de l'argent la plupart du temps. Et ciblé en tant que tel aussi en Russie, en particulier pour les journalistes russes ou russophones qui enquêtent sur les affaires de corruption. Là aussi, Reporters sans frontières suit ça de près. Bien sûr, la Russie, c'est terrible ce qui s'est passé dans la région de Sotchi, notamment auprès de certaines radios indépendantes avant les Jeux Olympiques. On en parlait assez peu. Nous, on s'y intéressait évidemment de très près. On est intervenu auprès des autorités russes, évidemment. Mais on intervient aussi auprès des autorités européennes pour tenter de bouger les choses, auprès des Nations Unies aussi. Je tiens à souligner une chose, c'est qu'on est organisation à statut consultatif aux Nations Unies.
On a inspiré une résolution qui est censée protéger les journalistes, qui est la résolution 1738, mais qui n'est pas appliquée en fait. C'est-à-dire que la plupart des États, presque tous les États qui siègent et qui ont le droit de parole aux Nations Unies acceptent de respecter et de protéger les journalistes. En fait, personne ne le fait. Et sur 9 assassinats de journalistes sur 10, il y en a 9 assassinats de journalistes sur 10 qui restent impunis. Donc nous, on travaille actuellement auprès de la Cour pénale internationale pour que les crimes commis contre les journalistes, contre tous les témoins, donc les acteurs de l'information, appelons-les comme ça, parce que ça va maintenant avec Internet, c'est beaucoup plus large finalement que ce métier qui est défini en France par le port d'une carte de presse, pour que ça soit pénalisé, pour que ce soit considéré comme crime de guerre. Oui, des progrès ont été faits quand même, y compris avec la dernière résolution, pas la 1738, mais une résolution du mois dernier, considérant aussi le droit à couvrir des manifestations et donc à pénaliser, entre guillemets, les crimes commis contre les journalistes. Merci. Alors je me tourne aussi vers François Villeneuve. Donc, vous êtes donc archéologue, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord sur le côté rétrécissement de l'espace, alors en l'occurrence scientifique? Est-ce que vous faites de plus en plus attention depuis quelques années, non seulement à la protection bien sûr des missionnés sur place, des archéologues ou apprentis archéologues, mais aussi à tout ce qui est dispositif de sécurité sur place? Alors sur le rétrécissement, on ne peut qu'être d'accord, effectivement. Bon, si on parle par exemple du Moyen-Orient, c'est bien certain, puisqu'il y a une très vaste zone qui est soit d'accès difficile pour les archéologues comme l'Afghanistan, soit d'accès interdit jusqu'à tout récemment pour des raisons plutôt politiques générales comme l'Iran. Les archéologues français n'ont pas pu aller pendant un bon nombre d'années, pour des raisons qui n'étaient pas de véritable insécurité locale en l'occurrence, mais plus de relations politiques. L'Irak, la Syrie évidemment, le Liban qui est un peu dangereux, l'Égypte qui pose des problèmes, etc., etc. Donc sans parler d'autres régions du monde nombreuses comme en Afrique subsaharienne, etc. Donc un rétrécissement certainement. Bon, on pourra y revenir pour le détail, parce que les archéologues font un métier particulier, ont un comportement un peu particulier par rapport à toutes les professions qu'on vient d'évoquer ici. Alors simplement, vous êtes aussi repérable, si je puis dire, parce que là, il y a la dimension du temps, donc vous restez longtemps sur l'émission, puis évidemment une position relativement statique. Vous allez faire des fouilles à tel endroit à Kota ou à tel endroit des îles Farassar. On est repérable. Alors ce que je peux dire tout de suite en réfléchissant à ce en quoi je pouvais témoigner dans cette soirée, et en discutant avec des collègues ou des étudiants, ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas d'archéologue otage nulle part dans le monde. Enfin, pas d'archéologue français, pas d'archéologue européen à ma connaissance, pas d'archéologue assassiné. Archéologues qui meurent, mais pour des raisons d'accidents multiples, y compris de terrain de fouille, des archéologues qui tombent dans leurs fouilles. Bon, c'est un métier à risque assez grand en réalité, mais pas. Voilà, il n'y a pas un seul otage. Il faut remonter, je pense, à un épisode assez fondateur et très ancien, qui est l'enlèvement fameux d'une certaine Madame Claustre. Les plus jeunes ne connaissent pas, mais on entend parler au Tchad dans début des années 70 plutôt. Et ensuite, non. Alors qu'est-ce qui explique ça? Bon, est-ce qu'on a moins de valeur? Certains collègues me disaient on peut prendre ce paramètre en considération. Peut-être qu'on a moins de valeur, archéologue, qu'un journaliste, après tout, ou qu'un prêtre, que sais-je. Je pense pas. Alors, il y a une réalité qui est notre type d'activité, notre type de présence sur un terrain. Alors, comme vous le disiez, le cas de l'archéologue explorateur qui va un peu à l'aventure, repéré, seul, très exposé à un endroit qu'il ne connaît pas du tout, sur lequel il n'a pas encore ses antennes, c'est rare. Ça peut exister, mais c'est très rare. Ce qu'on fait beaucoup plus, c'est un travail qui devient très récurrent. Quand je dis très récurrent, j'ai passé peut-être la moitié de ma vie au Moyen-Orient sur des fouilles et sur des terrains archéologiques, et évidemment pas en nombre illimité. J'ai des collègues qui passent tous les ans au même endroit pendant 30 ans de leur vie, 2 mois, 3 mois sur leur terrain de fouille. Ils connaissent très bien. Ils sont donc très exposés aussi, puisque c'est très facile. On sait qu'ils vont revenir. Si quelqu'un veut faire un mauvais coup, les faire sauter ou les enlever. Sauf qu'ils ont beaucoup d'antennes sur place. Et forcément, des ennemis, le cas échéant, des adversaires, le cas échéant, mais pas mal de véritables amis aussi pour des raisons simplement humaines, c'est-à-dire qu'il y a des liens qui se tissent avec le temps, des véritables liens sans sous-entendu, qui ne sont pas qu'économiques, qui ne sont pas que d'emploi, mais qui sont aussi d'emploi, évidemment, local. Bon. Ce qui fait que quand le danger devient plus grand, on arrive, je pense, à le savoir assez fort à l'avance. Présenter le danger, quitte à donc prendre des décisions pour se retirer des chantiers. Et c'est radicalement différent de ce que vit un journaliste qui évidemment
d'une certaine façon, c'est terrible à dire, mais va au danger, parce que certains d'entre vous l'ont fait, l'ont vécu, beaucoup d'entre vous, même les médecins aussi. Bon, c'est la guerre d'une certaine façon qui vous appelle. Oui. C'est pas les enlèvements qui vous appellent, mais c'est la guerre, c'est le risque, c'est le cortège de ce qui va avec la guerre. Nous, non. Enfin, normalement, quand c'est la guerre et qu'elle devient dangereuse, on se retire, parce que notre activité n'est pas... hormis amitié très forte avec les populations, oui. très forte bien sûr, on n'a rien à faire si c'est les combats, voilà. Au-delà même de la prévention, enfin au sens de l'anticipation d'un conflit ou d'un péril, est-ce qu'il n'y a pas peut-être une sorte de réactivité ou d'un taux d'élasticité, si je puis dire, de l'archéologie par rapport à un danger? Pourquoi? Parce que vous dépendez quand même, a priori, de fonds publics, de dépenses de recherche. Elles ne sont pas tout le temps autonomes ou endogènes, elles viennent souvent... donc des départements de recherche ou des ministères ou des fonds publics européens. Est-ce que vous n'avez pas les fonds coupés avant même que n'apparaisse le danger? Alors oui et non, ça dépend des cas. Il y a des cas où c'est effectivement... Il y a des cas où on a pu estimer qu'on n'avait pas de danger. J'ai essayé, j'étais directeur d'une école doctorale dans une université que Pierre Yvénin connaît bien. Pendant 4 ans, j'ai essayé de faire partir une doctorante en Iran pour aller faire un terrain qui était tout à fait anodin. L'Iran est un pays assez sûr, sauf période de manifestation. Bon, et c'était impossible pour des raisons politiques. Donc là, d'une certaine façon, en tant qu'universitaire, archéologue, on était opposé à cette interdiction. Mais comme directeur d'une école doctorale, je n'allais pas envoyer une doctorante connaissant cette interdiction face à ce risque. Bon, dans le cas de la Syrie, on a été confronté à la crise du printemps 2011, qui était une crise ouverte entre la France et un certain nombre de pays européens et le gouvernement de Bachar el-Assad, et une rupture complète très rapide. Les archéologues ont été pris dedans. Donc on n'a pas eu à réfléchir d'une certaine façon, et ça a épargné sans doute des prises de risque. Ce qui ne veut pas dire que les choses devaient nécessairement se faire sous cette forme-là, ce qui ne veut pas dire que nous n'aurions nécessairement rien à faire en Syrie aujourd'hui, sachant que nos collègues archéologues syriens et l'État syrien, les archéologues de l'État syrien, qui est à distinguer du régime de Bachar el-Assad, parce qu'il reste une sorte d'État syrien qui essaye de faire un bien d'État, si on peut dire, y compris dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine. Donc on peut être tenté, on est tenté d'aller donner un coup de main. Oui. Si, ça pourrait aider. Mais c'est trop dangereux. Oui. Et c'est là qu'on revient aux otages. Et, ce qui me touche beaucoup ici, c'est quand je vous dis qu'il n'y a pas d'otages archéologues, et je dirais que d'une certaine façon, c'est grâce aux otages des autres professions, et en particulier aux otages journalistes, parce que alors, tout à l'heure, on a parlé de Michel Seurat. Bon, c'est quelque chose qui m'a énormément frappé. Moi, j'étais jeune, je parcourais le Liban. J'ai parcouru le Liban en tous sens, de la fin des années 70 à 1984 et de 1989 à maintenant. Et une parenthèse, 84, c'est l'enlèvement de Michel Seurat. Mais Michel Seurat était un aîné de quelques années, quelqu'un dont on disait qu'il connaît admirablement bien le terrain, pas comme archéologue, mais comme, disons, politologue. Il parle l'arabe mieux que les Arabes, aussi bien. Il connaît les milieux islamistes comme sa poche. Et on s'est dit, il va s'en sortir, il va les entortiller. Il ne s'en est pas sorti. Et c'est là qu'on a compris, beaucoup plus que par des interdictions qui d'ailleurs au Liban à cette époque-là n'existaient pas beaucoup. Il y a 30 ans, mais c'était une époque très différente. Hein, les interdictions Quai d'Orsay, par exemple, ou CNRS existaient beaucoup moins. C'est là qu'on a compris que c'était trop dangereux, qu'on pouvait grise. Également, on parlait de l'Afghanistan tout à l'heure. Le pays voisin qui est le Pakistan, il y a eu des recherches historiques françaises avec différentes délégations, surtout au Baloutchistan. Est-ce que là, il n'y a pas des recherches intermédiaires qui ne sont pas tout à fait officielles, d'archéologues que je ne pourrais pas qualifier de freelance ou d'indépendants, mais en tout cas d'archéologues qui partiraient comme ça avec des budgets de briques et de broc, on a quelques cas précis, pour défier justement ou transgresser des règles qui sont quelquefois au-delà même du rationnel pour l'archéologue? Le cas peut exister. Bon, c'est effectivement, là on est dans le défi et dans une attitude strictement personnelle, mais je ne connais pas les cas de ce genre. Je ne connais pas au Baloutchistan les cas auxquels vous feriez allusion. Il y a une équipe qui travaille au Baloutchistan, mais avec des semi-autorisations et sans braver des interdictions gouvernementale française, avec beaucoup de prudence. C'est des gens très chevronnés. C'est par exemple Roland Besenval qui connaît admirablement et l'Iran et l'Afghanistan et le Pakistan, Baloutchistan. Il y va avec des conditions de précaution maximales. De même, les archéologues qui sont en Afghanistan, bon, ça paraît paradoxal que dans ce pays qui est quand même effroyablement dangereux, il y ait une présence officielle d'archéologues français. Bon, l'archéologie n'étant pas une discipline a priori vitale, sauf si on considère qu'elle maintient du lien social et du lien diachronique aussi là où elle existe. Donc notre pays a fait le choix de maintenir une délégation archéologique française à Kaboul avec des archéologues qui n'ont pas froid aux yeux, mais qui sont très prudents. Ils connaissent très bien le terrain, ils obéissent évidemment aux consignes qu'on peut leur donner. Ils en répercutent eux-mêmes parce qu'ils voient là où ça va mal, où ça va pas mal.
Bon, je dirais, tout à l'heure, on Alors- parlait de l'Égypte, le désert oriental, le désert occidental. J'ai des jeunes collègues qui travaillent dans le désert occidental et de moins jeunes qui travaillent dans le désert oriental de l'Égypte. C'est des zones assez à risque. Bon, et d'autres, notamment liés à des religieux archéologues qui travaillent à Gaza. Bon, il y a tout un... Je pense que les archéologues participent de cette approche avec une prise de risque qui est certaine. Un jour ou l'autre, il y aura un ennui sérieux. En tout cas, c'est important pour les populations locales, puisqu'on parle aussi des zones à risque et des pays en guerre, en fait, pour ne pas les nommer, que de savoir qu'il y a des entreprises, entre guillemets, de reconstruction culturelle et de reconstruction collective tout court, en fait, pour des mémoires, pour des cultures collectives, et que l'archéologie en fait partie à part entière. Je passe la parole, merci, à Jacques Bérez, donc, qui est médecin, chirurgien, humanitaire, pionnier de l'humanitaire, si je puis dire, avec la cofondation de Médecins sans frontières, Médecins du Monde, et la présence de l'AMI, j'en parlais tout à l'heure, Aide médicale internationale. Vous avez été en Syrie en particulier, à plusieurs reprises, du côté de ce qu'on n'ose plus nommer la rébellion ou l'ALS, l'armée libre syrienne, tant elle est infiltrée par des groupes fondamentalistes, dont Daesh et l'Émirat islamique au Levant et en Irak, et Al-Nosra. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'un humanitaire doit s'interdire d'aller dans tel ou tel pays à cause du danger? Je vais peut-être pas répondre comme ça. Je voudrais, excusez ma voix, je suis pas bon. Je voudrais d'abord faire une petite remarque que le danger n'est pas toujours, et même rarement, où on le croit. Et ça, c'est absolument fondamental si on doit parler de la sécurité, du terrain et des zones interdites. Je veux dire, ça fait 50 ans que je zone sur les plus meurtrières et les plus pourries des zones de conflit du monde. Et bon, je suis toujours là, mais j'ai eu de la chance, mais pas que de la chance. Voilà. J'ai étudié pendant des années les enlèvements, les disparitions, les assassinats d'humanitaires. Mon domaine étant l'humanitaire, pas le journalisme. Et dans une grande majorité des cas, on retrouve des erreurs humaines absolument catastrophiques. Et on est effondré de se dire que si quelqu'un avait pris les bonnes décisions, avait fait la bonne réflexion, avait porté l'attention qu'il fallait aux fixeurs, aux gardiens, aux interprètes, mais principalement aux fixeurs et aux gardiens des maisons ou des hôpitaux, on évitait toutes ces catastrophes qu'on regrette encore. Ça, c'est ma première observation. Deuxième point dont je vais vous parler en quelques instants, comme l'a fait le responsable de l'AFP, en tant que responsable d'ONG humanitaire médicale, je veux dire ce qu'on dit, nous, on fait des stages de formation aussi aux gens qui partent dans des zones un peu risquées, à propos du risque d'otage, des stages spéciaux, enfin des séminaires spéciaux là-dessus. Alors, on leur dit 3 choses. Premièrement, vous réfléchissez beaucoup, c'est une décision personnelle. Ce n'est pas pour vous débarrasser de vos ennuis ou de vous débarrasser de votre copine ou de faire le malin. Ça peut être très risqué, donc vous réfléchissez vraiment, vous tournez votre langue et vous recommencez à la tourner dans l'autre sens avant de décider si vous partez. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que si par malheur vous êtes otage, vous devez savoir qu'à chaque instant, l'ONG fera tout, absolument tout, pour que vous soyez libérés, qu'on ne fera que penser à vous et que toute l'action de l'ONG sera orientée sur votre libération. Ça, c'est fondamental, et que même si vous n'entendez pas parler de nous, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas efficace. On va emmerder tout le monde, les ministères, tout le monde, les bailleurs de caution ou pas, jusqu'à ce que vous soyez libérés. Et il y a des otages actuellement humanitaires, quelques-uns dans le monde, des Français notamment, et on continue à ce rythme-là. Le troisième point est moins important, puisque c'est la conduite à tenir dont M. Normandin parlait, le curseur de la dignité, etc., ce qu'on peut accepter, ce qu'on ne peut pas accepter. Voilà ce qu'on dit, nous, en formation pour les humanitaires qui parlent. Ces 2 points évoqués, alors, retrécissement et zone interdite. Quoi vous dire? Évident, ça. Alors, ceci dit, qu'est-ce que c'est qu'une zone interdite?
Moi, j'ai passé des paquets de frontières, aller-retour, sans visa, sans autorisation, complètement illégalement, avec interdiction ministérielle et tout et tout. Bon, ça, c'est pas très difficile à faire, hein. Il suffit de le décider, d'avoir un peu d'expérience, de sang-froid, de savoir discuter avec les gardiens, les sous-lieutenants, de faire copain. On peut passer, on peut même revenir. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire. C'est pas pour aller se promener, nous, les humanitaires. Déjà, les journalistes, c'est pas pour aller se promener. Alors, il se trouve que depuis 30, 40 ans, je suis tout le temps botte à botte avec des journalistes et des amis journalistes avec des liens très profonds, comme mon ami Nicolas Hénin, sur lequel j'ai été et à Bagdad, et en Libye, et en Syrie, etc., comme Olivier Weber, avec qui j'ai été aussi en Tchétchénie, je ne sais plus où, enfin bon, 2 ou 3 endroits comme ça. Le problème de l'humanitaire est qu'il a un boulot tout à fait différent de celui du journaliste. Moi, personnellement, je dirais comme ça, pas pour faire plaisir aux journalistes qui sont majoritaires ici, mais que je pense que l'action du journaliste est plus importante que celle de l'humanitaire, pour simplement, si le journaliste peut ouvrir les yeux du monde sur les saloperies qui se passent dans telle ou telle région, ça me paraît plus important que les quelques dizaines ou centaines de blessés que les humanitaires peuvent soigner pendant ce temps-là. Bon. Ceci dit, les différences, c'est qu'un journaliste, avec son expérience, mais ça c'est dans sa tête, mais dans son sac à dos, un téléphone satellite dangereux, mais une caméra et un stylo-bille avec les recharges de stylo-bille, il est équipé pour faire son boulot. Un humanitaire, c'est pas ça. Un humanitaire, il lui faut un minimum de matériel. Même si j'ai l'habitude d'opérer avec un canif et sous les branches, il faut quand même un petit minimum de matériel. Si c'est une malnutrition, il faut des tonnes et des tonnes de renutriments. Et même pour faire de la médecine, il faut un petit local, il faut des consultations, il faut un peu des médicaments, etc. Il y a un problème de temps aussi. Il faut savoir, encore une fois, passer une frontière interdite, c'est pas difficile. Ça, bon. Mais pourquoi? Au nom de quoi? On représente quoi? Et si on se fait prendre, on engage la responsabilité de qui? Et de quelle ONG? Et est-ce que ça n'a pas des effets négatifs pour l'ONG? Le fait que des expats soient allés et soient pris en otage. Je parlais du matériel, ce n'est pas le plus fondamental. Il y a la question du temps aussi qui compte. On n'est pas efficace une demi-heure. Enfin, ça m'est arrivé en Tchétchénie une fois. J'ai passé la frontière, il y avait un type qui saignait. J'ai demandé à mes camarades si ça ne les gênait pas que j'opère. Je l'ai opéré, j'ai arrêté le saignement. Il se trouvait que c'était le chef des gardes du corps du président. Donc c'était très bien comme introduction et on a été merveilleusement reçus la première fois en Tchétchénie. Mais il faut un peu de temps, donc on est aussi repérable. Et il se pose un autre problème, si vous voulez, c'est qu'un journaliste, si ça bombarde vraiment fort autour de lui, il peut partir, il a fait son boulot. Il racontera que les obus sont tombés tout près et que c'est pas tenable. Pour un humanitaire, il y a un autre problème qui se pose. Si vous êtes en train d'opérer un type et qu'il a le ventre ouvert et que les obus commencent à tomber, bon, on peut décider qu'on reste et que ça tombera à côté. Mais si c'est les tanks ennemis qui arrivent vraiment à la porte de votre hôpital de fortune, là, il y a un vrai problème. Est-ce que vous partez et que vous abandonnez votre patient le ventre ouvert ou est-ce que vous restez avec les risques personnels que ça comporte? Voilà le genre de problème. Alors, zone interdite, c'est... En fait, il faut aussi remarquer que les zones interdites ont changé. À un moment, l'Afghanistan, au temps de la guerre contre les Soviétiques, était zone tout à fait interdite, et c'est un des honneurs de l'AMI d'avoir eu le docteur Ogoyar, prisonnier des Soviétiques, parce que c'était interdit. Moi, j'ai été, je ne sais pas, une demi-douzaine de fois à Gaza, ce qui n'est pas interdit, mais qui n'est pas non plus tout à fait bien coté dans les agences de voyage, et au ministère non plus. Et non seulement il y a eu des prises d'otages aussi à Gaza. Ouais, Alan Johnson, en particulier la BBC, qui est resté 6 mois otage d'un clan d'Ormouch. Ouais. Et non seulement travailler à Gaza, mais leur annoncer que je suis d'origine juive. Alors que Gaza, c'est quand même un peu le Hamas et que ce n'est pas tout à fait leur tasse de thé. Donc c'est des choses qu'on peut faire, mais il faut savoir un peu les faire. Il faut que ça ait un sens. Moi, je voulais les inviter à réfléchir qu'ils n'avaient jamais vu un juif de leur vie et qu'ils me répondent c'est pas possible parce que toi, tu es un mec bien, tu soignes, tu étais de notre côté. Maintenant, ils m'invitent au hammam à Gaza. C'est merveilleux le hammam parce que
un vieil hammam ottoman du XIVe siècle. Il est très beau avec les céramiques d'époque. Tu veux m'interrompre, mais tu peux. Non, simplement, c'est le parcours de Jacques Berès est fantastique parce qu'on a quand même une bonne partie de la mémoire de l'humanitaire, le caritatif d'urgence, comme on dit, donc Médecins sans frontières, le sans-frontiérisme, entre autres. Quand même, Jacques, il y a 20 ans, ou il y a 25 ans, il y a 30 ans, ou il y a même 15 ans, on ne ciblait pas les humanitaires. Maintenant, j'allais dire presque humanitaire, journalisme, même combat. Vous êtes, vous tous, ciblés. Alors, vous représentez une valeur peut-être politique, une valeur sûrement symbolique, une valeur aussi économique. Tu n'as pas l'impression que c'est de plus en plus dangereux, quand même, nommément parlant? Oui. Enfin, la Syrie, alors, est un cas particulier parce que il y avait des pays qui étaient interdits par une dictature, un gouvernement qui ne donnait pas de visa pour entrer, ni aux journalistes, ni aux humanitaires. Bon, donc ça, c'est un cas. La Syrie, c'est double interdit. C'est interdit de Bachar el-Assad, qui ne donne pas de visa, et aux humanitaires, qui ne donne pas de visa en général aux humanitaires. Et c'est interdit du fait de la dangerosité et du risque des groupes djihadistes un peu perturbé. Donc c'est double interdit. Moi, j'y suis allé 3 fois et je ne peux pas y retourner maintenant. Ce serait quasiment suicidaire alors que j'ai très envie d'aller m'occuper de mon copain Nicolas Hénin. J'ai écrit une tribune dans Le Monde en octobre où je proposais d'aller faire de la chirurgie pour les groupes djihadistes contre la libération de Nicolas. Ils s'en foutent complètement. Ça n'a eu aucun écho, évidemment. Mais c'était un peu prévu. La Syrie, c'est un cas spécial. Je vous dirais aussi, pour finir, que effectivement, ça fait 50 ans que je zone dans les zones de conflit, y compris le Rwanda, le Liban, tout ce qu'on veut, la Tchétchénie, enfin toutes les horreurs possibles, et que la Syrie est sûrement la pire saloperie qui ait jamais eu lieu. Hein, voilà, à tout point de vue. Le génocide rwandais, quantitativement et dans l'épouvante, c'est sûr que c'est impressionnant. Mais quand même, la Syrie et les nombres de morts des guerres complètement oubliées du Soudan, 1,5 million de morts, et du Congo, 3,5 millions de morts, ça fait réfléchir, alors que tout le monde s'en fout, bien sûr. Mais la Syrie, c'est quand même une horreur très spéciale. Un petit mot peut-être aussi, avec ton expérience sur le terrain, sur l'avenir, si tant est qu'on puisse en avoir une, donc ces alliances et ces contraintes, c'est un euphémisme de la part des groupes fondamentalistes sur le reste de l'ALS, de l'armée libano-syrienne, avec des pressions, des menaces de mort souvent mises à exécution auprès de chefs de Katiba, entre guillemets, laïcs, à qui on demande de prêter allégeance à Al-Qaïda, Al-Nosra et Daesh, les deux groupes en question notamment. Quel est ton sentiment sur l'avenir de cette rébellion ? Premièrement, que je souhaite de tout mon cœur qu'il soit victorieux un jour, parce que c'est le fond de ma pensée, et que Bachar el-Assad est le pire assassin et le pire criminel qu'on connaisse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que malheureusement, il y a eu une journée entière de réunion là-dessus au centre ministériel, il y a 8 jours à peine, et que j'étais effondré, que tous les orateurs prenaient la parole en disant « Bon, la Syrie, il y en a pour 3 ans de guerre, encore minimum à partir de maintenant », et que personne ne réagissait. Enfin, voilà, ça tombe sous le sens, et bon, c'est terrible. On en est bien au-dessus des 140 000 morts officiels, on en est probablement un peu au-dessus de 200 000 morts réels, plus tous les disparus, plus les 6,5 millions de réfugiés déplacés, internes, externes. Le Liban qui est complètement déstabilisé avec le quart de sa population qui est constituée de réfugiés syriens. À l'échelle de la France, ça ferait quand même 15 millions de réfugiés sur le territoire français. Alors on a 15 000 Roms de la dernière vague d'immigration Rome et ça a l'air de nous poser des problèmes. Il faudrait s'imaginer avec 15 millions de réfugiés. Merci Jacques. Donc je vais donner la parole à Pierre-Yves Hénin, qui est le père de Nicolas Hénin, l'un des 4 otages français en Syrie. Donc je vous demanderai de faire la conclusion de cette table ronde en soutien donc aux 4 otages, et le combat continue, la mobilisation aussi. J'avais pas vu que c'était toi. Oui, merci. L'expression de conclusion est peut-être un peu ambitieuse. Je ferais d'abord adresser mes remerciements à Dauphine, à
son président, à tous les intervenants, puis de manière peut-être un peu appuyée à Pascal Guéné, parce que dans ce comité otages en Syrie, il est peut-être de ceux que l'on voit moins, on en parle moins, mais qui est actif pour construire des actions, la mobilisation du réseau des écoles du journalisme qui sont présentes sur le terrain pour relayer les manifestations publiques. C'est l'activité au sein de l'IPJ, auprès de Dauphine déjà. Donc, merci Pascal. Alors, on évoquait tout à l'heure cette nécessité d'une mobilisation, d'une sensibilisation, et les diversités de ces formes. Bien sûr, une action grand public, une bâche, une banderole, c'est un sens bien différent de ce que nous faisons ce soir. Parce que, au-delà de ce que l'on peut peut-être vivre, des difficultés que nous pouvons vivre personnellement, familialement, de ce que vivent certainement nos proches dans les conditions que nous connaissons bien mal, qu'ils vivent aujourd'hui en Syrie, il y a peut-être cette idée, bon, je ne dirais pas à quoi ça peut servir, mais d'au moins que ce soit une invitation un petit peu à réfléchir, à prolonger les questions que nous pouvons ressentir et éprouver. Alors, ici, c'est vrai que ce projet de soirée est notamment venu de cette interrogation que l'on a autour d'une mobilisation de journalistes avec ses exigences professionnelles, avec sa signification en termes d'enjeux politiques de liberté d'informer, qui est bien constitué et qui, en tant que tel, a toute son importance, mais qui, effectivement, ne doit pas occulter le fait que d'autres sont otages et la démarche personnelle de Jean-Louis Normandin, qui, journaliste ayant connu cette situation d'otage, a souhaité créer une association dont l'objectif soit la défense de tous les journalistes, quel que soit leur statut, était vraiment l'un des axes de la réflexion qu'on souhaitait proposer ce soir et que les participants ont permis de développer. Alors, nous avons, bien sûr, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a pu entendre, que ce soit cette démarche tendant à essayer de repousser les limites. M. Serrault a dit un petit peu comment l'AFP essayait d'assumer cette exigence de présence et en variant les formes, en adaptant les formes, cette sino-exigence, du moins opportunité de maintenir un lien social, dont parlait François Villeneuve, s'il y a peut-être des intervalles, des espaces restant accessibles à des archéologues. Au-delà, je voyais la personne qui s'occupait plus particulièrement de la sécurité des expatriés pour les grandes entreprises n'a pas pu être là ce soir, mais en m'informant un petit peu sur son profil, vous voyez, son organisation était en train d'organiser le rapatriement de 150 familles d'ingénieurs ou techniciens français qui travaillent au métro du Caire. C'est dire un peu cette étendue que prend ce phénomène qu'on a baptisé rapidement de zone interdite, cette impossibilité, cette difficulté de présence. Le père Vandenbosch a redit tout à l'heure ce sentiment d'abandon que l'on éprouve quand on doit constater cette impossibilité d'être présent. Et je pense que lorsqu'ils sortiront d'où ils sont, Nicolas, ses confrères, nos proches, ressentiront certains, comme d'autres de leurs collègues journalistes nous l'ont dit, ce que leur coûtera l'impossibilité de retourner, du moins dans des conditions actuelles ou proches des conditions actuelles, nous parler de ces terrains. Et puis, au passage, on nous a quand même rappelé que, quelles que soient peut-être nos difficultés, quel que soit ce que vivent nos proches, le pire reste pour les populations locales. Lorsque l'on entend, l'on nous dit que nos proches sont bien traités, c'est important, c'est évidemment très relatif. C'est relatif à la situation des détenus de nationalité syrienne, les conditions qui sont éprouvées. Et nous savons aujourd'hui, et au-delà de cette libération que nous espérons proche pour les nôtres, que ça ne résoudra pas le problème
pour les populations de ces zones interdites. Merci beaucoup pour cette partie conclusive, même si elle est difficile. Mais en tout cas, c'est un message de soutien, des messages de soutien, même si on l'a voulu le centrer sur la thématique des zones interdites et sur la pratique de ce métier à risque de journaliste et du besoin, de la nécessité d'informer, comme le soulignait Jacques Berès, donc appuyé par d'autres sphères, d'autres activités scientifiques, humanitaires, hommes de foi, de solidarité sur le terrain. En tout cas, beaucoup de points communs et surtout, j'en retiens et j'en profite pour rappeler à nouveau la présence des parents de Didier François, l'un des 4 otages français en Syrie, avec Pierre Torres, Edouard Elias et donc Nicolas Hénin, présence des parents ici même. Donc, je rappelle combien c'est important de maintenir cette mobilisation, ces actions de soutien, et vous étiez nombreux à dire qu'il n'y a pas de petites actions, en tout cas il y a un grand ressenti quand on peut avoir connaissance de cela sur le terrain, mais surtout évidemment au retour pour la phase de reconstruction. Donc on est vraiment dans la nécessité de maintenir cette mobilisation de manière très très forte. C'est très important, bien sûr pour les otages et aussi pour les pouvoirs publics, pour aussi aiguiller, si je puis dire, pour quelquefois même, je dirais, cornaquer les pouvoirs publics et montrer que nous sommes présents et que c'est très très important de ne pas baisser la garde à tous les degrés du processus. Alors, si vous voulez continuer la conversation, nous avons prévu avec Pascal Guéné donc un pot ouvert à tous juste à côté, donc on pourra prolonger cela. Et encore une fois, merci à tous intervenants publics d'être venus cet après-midi, donc, et rendez-vous donc à la prochaine étape dont vous entendrez parler prochainement. Voilà, merci à tous et à tout de suite pour ceux qui le veulent bien. Merci. J'aurais dit, on peut pas